Je suis heureuse de vous avoir ici avec moi. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi d'où vous regardez. L'horloge de la cuisine indiquait 23h02 lorsque le message de mon fils est arrivé. Exactement 48 heures avant les vacances en famille que j'avais passé 3 ans à planifier, à financer et à rêver. J'étais assise à ma table de cuisine, mes lunettes de lecture perchées sur le bout de mon nez, le ronronnement doux du réfrigérateur étant le seul son dans ma maison vide. Cette maison que j'avais partagée avec Thomas pendant plus de 40 ans. Cette maison qui gardait encore l'écho de ses pas dans le couloir, le fantôme de son rire dans le salon. Je venais de finir de placer le dernier lot de petits flacons de crème solaire format voyage dans des pochettes zippées que j'avais étiquetées à la main, une pour chaque petit enfant. Mes doigts étaient encore collants du ruban adhésif que j'avais utilisé pour emballer de petits sachets souvenirs contenant des porte-clés où l'on pouvait lire « Soleil des îles » et « Mamie t'aime ». J'avais passé des heures à choisir ces petits cadeaux, imaginant les visages illuminés de mes petits-enfants quand ils les découvriraient. Mon téléphone a vibré sur la table, faisant sursauter le silence de la pièce. J'ai souri, m'attendant à une question de dernière minute sur le voyage. Peut-être Nathan qui voulait savoir s'il devait apporter des médicaments contre le mal de mer pour les enfants? Ou Mia qui demandait confirmation des horaires de vol. Au lieu de cela, le message disait simplement « Tu ne viendras pas avec nous ». Mia préfère que ce soit uniquement sa famille après que tu aies payé toutes les vacances. Je pense que tu as déjà fait ta part. J'ai fixé l'écran, mon esprit refusant de traiter ces mots. Cela devait être une erreur, une terrible méprise. Peut-être que Nathan avait voulu envoyer ce message à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il plaisantait, même si ce genre d'humour ne lui ressemblait pas. Mais aucun message de suivi n'est venu disant « Pardon, mauvais destinataire » ou « Je rigole, maman ». Le téléphone a vibré à nouveau et mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Ne le prends pas mal, Jeanne. Ce n'est pas personnel. C'est juste plus simple comme ça. Je n'ai pas répondu. J'ai fixé l'écran lumineux jusqu'à ce qu'il s'éteigne, jusqu'à ce que mon reflet apparaisse sur la surface noire. Le visage d'une femme de 68 ans, dont le monde venait de basculer en l'espace de 2 messages. Puis, j'ai posé le téléphone face contre la table, comme si ce simple geste pouvait effacer ce que je venais de lire. Il n'a pas appelé. Il n'a pas dit merci. Il n'a même pas pris la peine de mentir avec gentillesse, de trouver une excuse plus douce, une explication qui aurait préservé ne serait-ce qu'un peu de ma dignité. Juste un réaménagement froid et silencieux de la famille, où la femme qui l'avait élevée était devenue, selon ses propres mots, quelqu'un qui ne faisait pas partie de sa famille. Je m'appelle Jeanne Blanc. J'ai 68 ans, je suis veuve et je vis seule dans une maison modeste à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Mon mari Thomas est décédé il y a 5 ans d'une crise cardiaque soudaine, me laissant avec des souvenirs précieux, comme des joyaux, un crédit immobilier presque remboursé, et un fils qui ne vient me voir que lors des fêtes obligatoires, quand son emploi du temps et celui de sa femme le permettent. Nathan, mon fils unique, a 42 ans. Il est marié à Mia Mercier depuis 8 ans, et ensemble, ils ont 2 magnifiques enfants. Olivia, 7 ans, avec ses boucles brunes et ses yeux curieux, et Lucas, 5 ans, qui ressemble tellement à son grand-père que parfois mon cœur se serre quand je le regarde. Après la mort de Thomas, je me suis sentie à la dérive, comme un bateau sans ancre ballotté par des vagues qu'il ne comprend pas. Thomas avait été ma boussole pendant 43 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'une manifestation étudiante à Paris en 1975. 2 jeunes idéalistes qui croyaient pouvoir changer le monde. Il m'avait fait rire en renversant son café sur ma jupe, puis il avait passé le reste de l'après-midi à s'excuser si maladroitement que j'avais fini par accepter de dîner avec lui juste pour qu'il arrête de se confondre en excuses. Ce premier dîner avait duré jusqu'à 3 heures du matin. Nous avions planifié de voyager pendant notre retraite avec la Martinique en haut de notre liste. Nous y avions passé notre lune de miel quand nous étions jeunes et fauchés, partageant une seule valise cabossée et divisant nos sandwichs pour économiser de l'argent. Thomas avait attrapé un coup de soleil si violent le 2e jour qu'il avait porté un drap comme une cape pour le reste de la semaine, se proclamant le fantôme des Caraïbes pour faire rire les autres vacanciers.
Nous avions ri plus pendant cette semaine que nous ne l'avions jamais fait ensuite, avec cette insouciance particulière de ceux qui n'ont rien à perdre parce qu'ils ont tout à découvrir ensemble. Avec Thomas parti, j'avais fait une promesse silencieuse, un serment murmuré à son portrait sur la cheminée, un soir de novembre où la pluie battait les carreaux. J'emmènerai la famille à la Martinique. Je laisserai les petits-enfants voir ce qu'il avait vu, sentir le sable chaud sous leurs pieds nus, entendre le murmure des vagues qu'il avait aimées. Je laisserai Nathan fouler le sable que son père avait foulé autrefois, respirer l'air salé qui avait rempli nos poumons de jeunes mariés. Peut-être que cela nous reconnecterait. Peut-être que cela lui rappellerait d'où il venait, qu'il avait aimé en premier, qu'il avait bercé pendant ses cauchemars d'enfant et soigné ses genoux écorchés. C'était l'histoire que je me racontais. C'était le rêve que je construisais à partir de sacrifices petits et silencieux. Alors j'ai planifié, j'ai économisé, j'ai sacrifié des choses que je n'aurais jamais pensé pouvoir abandonner. Tout a commencé avec un bocal en verre que je gardais derrière la farine dans le placard de la cuisine. Je l'appelais mon bocal au rêve, même si personne d'autre que moi ne connaissait ce nom. Chaque fois que je renonçais à acheter quelque chose de petit, un magazine chez le marchand de journaux, un café à la boulangerie du coin, un nouveau chemisier dans la vitrine de cette boutique, où j'allais parfois regarder sans jamais entrer, je prenais cet argent en espèces et je le glissais dans le bocal. Ce n'était pas grand-chose au début, juste 5 € ici, 10 € là, parfois 20 quand j'avais résisté à une tentation plus grande. Mais avec le temps, ça grandissait tranquillement, comme l'espoir a tendance à le faire quand on le nourrit jour après jour, sans jamais y renoncer. Quand le bocal s'est rempli pour la première fois, j'ai ouvert un compte d'épargne dédié que j'ai intitulé « Fonds Voyage Martinique ». Le nom seul me faisait sourire chaque fois que je consultais le solde sur mon écran d'ordinateur. J'ai commencé à donner des cours particuliers de français en ligne le soir à des étudiants étrangers qui préparaient leurs examens. Malgré mes doigts arthritiques qui me faisaient souffrir après des heures à taper sur le clavier, malgré la fatigue qui s'accumulait, je continuais. J'ai vendu les outils de Thomas, ses rabots et ses scies qu'il avait collectionnés pendant des décennies, même si chacun d'eux me semblait être un morceau de lui que je laissais partir. J'ai annulé mon abonnement au câble, me contentant des chaînes gratuites et de quelques livres de la bibliothèque. J'ai baissé le chauffage la nuit et porté des doubles chaussettes et le vieux pull en laine de Thomas, qui gardait encore un fantôme de son odeur. J'ai décliné des invitations à déjeuner avec des amis, inventant des excuses sur des emplois du temps chargés, alors qu'en réalité, je mettais chaque centime économisé dans ce fonds. 3 ans de sacrifice, 3 ans de rêve, 3 ans à imaginer que nous serions tous ensemble, pieds nus sur le sable, pendant que le soleil plongerait dans l'océan dans une explosion de couleurs. J'avais imaginé mon petit-fils Lucas tenant ma main, levant vers moi ses grands yeux curieux et demandant « Est-ce que papy aimait la plage aussi, mamie ?» Et je lui aurais répondu, la voix peut-être un peu tremblante d'émotion. Il l'aimait tellement qu'il m'a amené ici avant même qu'on puisse se le permettre. Il l'aimait encore plus parce qu'il la partageait avec moi. Mais cela n'arriverait plus maintenant, parce que je n'étais pas invitée à mon propre voyage, celui que j'avais rêvé, planifié et financé pendant 3 longues années. J'avais payé la villa en bord de mer, avec sa terrasse donnant sur les eaux turquoises des Caraïbes. J'avais réservé les billets d'avion, 8 places en classe économique plus, pour plus de confort pendant le long vol. J'avais organisé les transferts depuis l'aéroport, les billets pour la soirée traditionnelle, avec danse et musique locale, les leçons de plongée avec masque et tuba pour les enfants, les paniers petit déjeuner livrés chaque matin à la villa. J'avais passé des heures au téléphone avec une agente de voyage, vérifiant que les lits seraient assez moelleux pour les enfants, que les allées seraient assez plates pour la mère de Mia qui avait un mauvais genou, que la cuisine serait équipée pour préparer des repas adaptés aux allergies alimentaires de Lucas. J'avais même commandé des t-shirts personnalisés avec le prénom de chacun et « La famille, c'est pour toujours » imprimés sur le devant, en lettres colorées qui brilleraient sous le soleil tropical. Et maintenant, j'étais simplement une ligne barrée sur une liste. Le distributeur automatique qui avait viré les fonds et qui devait ensuite disparaître silencieusement,
comme si je n'avais jamais existé autrement que comme source de financement. J'avais su que les choses changeaient, bien sûr. Je n'étais pas aveugle, même si j'avais choisi de fermer les yeux plus souvent que je ne voulais l'admettre. Ce n'était pas seulement la façon dont Mia me corrigeait devant les enfants, d'une voix douce, mais ferme, qui me faisait sentir comme une enfant réprimandée. Ce n'était pas seulement la façon dont elle levait les yeux au ciel quand je racontais des histoires sur Thomas. Comme si mes souvenirs les plus précieux étaient des corvées qu'elle devait endurer. Ce n'était même pas la façon dont elle avait commencé à organiser les fêtes chez sa propre mère, oubliant de me prévenir jusqu'à la veille, me laissant avec un plat préparé que personne n'attendait et une place à table qu'il fallait ajouter à la dernière minute. Ce qui m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir, c'était la façon dont elle regardait à travers moi. Pas avec hostilité, non, c'eût été trop direct, trop honnête. Elle regardait à côté de moi, comme si j'étais un meuble dont elle s'était lassée de voir. Un objet qui faisait partie du décor, mais qu'on ne remarquait plus vraiment. Les photos auraient dû être mon premier indice. Je ne parle pas seulement des photos métaphoriques, de ces images mentales de bonheur familial que je m'efforçais de construire. Je parle des vraies photos, celles qu'on prend avec un appareil ou un téléphone et qu'on affiche ensuite sur les murs ou sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué le changement lentement, comme on remarque les rides sur son propre visage, si graduellement qu'on ne réalise l'ampleur de la transformation qu'en regardant une vieille photo. Il y avait de moins en moins de photos de groupe lors des réunions familiales. Quand ils posaient à Noël ou lors d'un anniversaire, Mia disait « Faisons-en une avec juste les enfants d'abord, puis une avec juste notre petite famille à nous. » Et quand ils avaient fini avec toutes ces configurations soigneusement orchestrées, il n'y avait plus jamais de temps pour une photo qui m'inclurait. À Noël dernier, ils portaient tous des pulls assortis, rouges avec des flocons de neige blancs, manifestement coordonnés à l'avance. Le mien était bleu marine, celui que je portais toujours aux fêtes, parce que personne ne m'avait dit qu'il y avait un plan vestimentaire. Nathan avait balayé ma confusion d'un geste de la main. « Oh, tu n'es pas trop dans ce genre de truc, maman. » « Mais je l'étais. » J'aurais adoré faire partie de ce genre de truc. On ne m'avait simplement pas demandé mon avis, ni même informé de l'existence de ce projet. Mia avait pris en charge l'organisation des anniversaires, accueillant tout le monde chez sa mère dans la grande maison de Marseille. J'étais invitée, techniquement, mais je me sentais comme une intruse tolérée plutôt qu'une participante bienvenue. Une fois, je l'ai entendu dire à quelqu'un au téléphone « La mère de Nathan est là aussi », comme si j'avais surgi sans prévenir, comme si ma présence était un incident à mentionner plutôt qu'une évidence naturelle. Et toujours, elle souriait comme si elle ne pensait pas à mal. Mais le mal ne vient pas toujours avec des voix élevées et des accusations directes. Parfois, il arrive avec l'exclusion silencieuse, avec l'omission systématique, avec le fait d'être celle qu'on oublie sur chaque photo, dans chaque histoire, à chaque place autour de la table. Malgré tout, j'ai continué à planifier ce voyage. Je me suis accrochée à l'espoir comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois flottant, parce que je croyais que ce séjour nous rassemblerait. Parce qu'une fois que nous serions tous ensemble sous ce ciel tropical, avec les vagues murmurant contre le rivage et les enfants criant de joie dans le sable, peut-être que l'amour serait suffisant pour leur rappeler. Pour lui rappeler, à lui, mon fils, qui j'étais vraiment. C'était l'histoire que je me racontais chaque soir en versant quelques euros de plus dans mon bocal aux rêves. C'était le rêve que j'avais construit à partir de 3 années de sacrifices silencieux. Jusqu'à ce message. Ce simple message qui avait transformé 3 ans de rêve en 3 secondes de rejet brutal. « Tu as déjà fait ta part en payant. » Je suis restée assise dans la cuisine longtemps après avoir reçu le message de Nathan. L'horloge a fait le tour du cadran, passant minuit, puis 1h du matin. La maison était sombre autour de moi, mais je n'ai pas allumé les lumières. J'ai laissé la faible lueur des ampoules sous les placards projeter de longues ombres sur les comptoirs que j'avais récurés plus tôt dans la soirée, en préparation d'un voyage que je ne ferais jamais. Pendant un moment, j'ai ressenti de la honte. Pas de la colère, pas encore. Pas même de la tristesse, pas vraiment. Juste de la honte. Le genre silencieux et douloureux qui vous fait sentir comme une idiote d'avoir espéré, comme une naïve d'avoir cru que votre amour et vos sacrifices
serait reconnu et récompensé. J'ai pensé à appeler Nathan. J'ai même pris le téléphone en main, sentant le poids familier de l'appareil, voyant l'écran s'illuminer avec la photo de lui que j'avais mise en fond d'écran. Une photo d'il y a 10 ans, où il souriait encore sans retenue. Mais qu'est-ce que j'aurais dit? Ça fait mal? Il le savait, ou alors il aurait dû le savoir. Tu as changé? Bien sûr qu'il avait changé. Nous changeons tous, mais pas toujours dans le bon sens. S'il te plaît, laisse-moi venir. Je ne pouvais pas supplier. Pas après tout ce que j'avais donné. Pas après 3 ans à me priver pour leur offrir ce cadeau qu'ils me volaient maintenant, sans même un merci. J'ai reposé le téléphone sur la table, l'écran toujours allumé, la photo de Nathan me regardant avec ce sourire d'un autre temps. Au lieu de l'appeler, je me suis levée, lentement, parce que mes genoux protestaient, après être restée assise si longtemps dans la même position. Et j'ai marché jusqu'à mon bureau, dans le petit salon que Thomas appelait autrefois la tanière. J'ai allumé mon vieil ordinateur portable. L'écran a clignoté en s'éveillant, lent mais familier, comme un vieil ami qui prend son temps pour vous reconnaître. J'ai cliqué sur le dossier intitulé « Fonds Voyage Martinique ». Il était là, le total que j'avais construit jour après jour depuis la mort de Thomas. 21 763,84 €. Chaque euro avait été versé dans ce voyage. J'avais créé ce compte d'épargne dédié et lié les paiements pour la villa, les billets d'avion, les excursions. J'avais également configuré toutes les cartes pour prélever sur une source principale, la mienne, parce que je leur faisais confiance. Parce que je pensais que la confiance était quelque chose que j'avais gagné au fil des années, des décennies de dévouement maternel. Le curseur clignotait sur l'écran. J'ai survolé le bouton qui disait « Geler le compte ». Un simple clic mettrait tous les paiements en pause. Un appel téléphonique à l'agence de voyage annulerait tout. Je n'ai pas cliqué. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis retournée dans la cuisine. J'ai préparé une tasse de camomille, respirant l'arôme apaisant qui montait de la tasse fumante, et je l'ai portée au salon, où la photo de Thomas trônait toujours sur la cheminée. Son sourire était figé dans un instant d'il y a 15 ans, quand nous avions renouvelé nos vœux pour notre 30e anniversaire de mariage. Il portait ce costume bleu marine qu'il aimait tant, celui qui faisait ressortir ses yeux, et il me regardait avec cette expression de bonheur tranquille qui avait toujours été sa marque de fabrique. « Qu'est-ce que tu ferais, Thomas ?» ai-je murmuré à sa photo, ma voix se brisant légèrement sur son prénom. Le silence qui m'a répondu était familier maintenant. 5 ans de ce silence m'avaient appris que les réponses ne viennent pas des photographies. Peu importe combien de temps on les fixe en espérant un signe. Elles viennent de l'intérieur, de cette partie de vous qui se souvient de qui vous êtes quand personne ne regarde, quand vous n'avez pas à jouer un rôle pour plaire aux autres. J'ai bu mon thé à petites gorgées, et je me suis souvenu. Je me suis souvenu de la femme qui avait travaillé comme administratrice dans un hôpital pendant 30 ans, gérant une équipe de 60 personnes avec fermeté et compassion. Je me suis souvenu de la femme qui avait tenu tête à la mère autoritaire de Thomas quand celle-ci critiquait notre façon d'élever Nathan, lui disant poliment mais fermement que c'était notre fils et nos décisions. Je me suis souvenu de la femme qui avait soigné Thomas pendant ses derniers jours avec une force qui m'avait surprise moi-même, restant éveillée des nuits entières pour tenir sa main, pour lui murmurer des mots d'amour, pour être là jusqu'au tout dernier souffle. Quelque part, en cours de route, cette femme s'était perdue dans le tourbillon d'essayer d'être la mère parfaite, la belle-mère accommodante, la grand-mère invisible qui donne sans jamais rien demander en retour. Mais elle était toujours là, quelque part au fond de moi. Elle attendait. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas parce que j'avais pris une décision définitive, mais parce que je m'étais souvenu de qui j'étais vraiment, au-delà des rôles que les autres m'assignaient. Le lendemain matin, après le message de Nathan, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Le soleil n'était pas encore levé, mais je ne pouvais plus dormir. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Pas même sa voix, juste les mots tapés froidement sur un écran. Tu as déjà fait ta part en payant. Je me suis déplacée dans la maison comme un fantôme, pliant la même couverture 2 fois sans m'en rendre compte, redressant des cadres photos qui étaient déjà droits, essuyant le comptoir de la cuisine alors qu'il était impeccable.
Le silence s'accrochait à moi comme une seconde peau. Il bourdonnait dans les murs, résonnait dans les pièces vides, me rappelait à chaque instant que cette maison avait été construite pour 2, puis pour 3, et qu'elle n'abritait plus qu'une seule âme errante. Plus tard, dans l'après-midi, j'ai ouvert ma boîte mail pour vérifier un reçu de course en ligne, et c'est là que je l'ai vu. La ligne d'objet disait « Itinéraire final, forfait vacances, Martinique », envoyé par l'agence de voyage. J'ai cliqué dessus sans réfléchir, par automatisme, comme on ouvre une lettre adressée à son nom. C'était un récapitulatif complet. Horaire des vols, heure d'enregistrement à la villa, excursion programmée, réservation pour les dîners, informations sur la location de voitures, tout ce que j'avais travaillé si dur à organiser pendant des mois. J'ai fait défiler lentement la page, mes yeux scrutant chaque ligne à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui confirmerait ce que je soupçonnais déjà, mais que je n'avais pas voulu affronter. Il y avait 8 noms, Nathan, Mia, leurs 2 enfants, Olivia et Lucas. Les parents de Mia, Richard et Hélène Mercier. La sœur de Mia, Jessica. Et le petit ami de Jessica, Marc. Pas le mien, pas maman, pas Jeanne, nulle part. 8 billets d'avion. 8 accueils avec collier de fleurs à l'arrivée. 8 invités enregistrés à la villa que j'avais choisie avec tant de soin, celle avec la vue sur l'océan et les bougainvilliers sur la terrasse. Je n'étais pas l'un d'entre eux. J'ai fixé l'écran, ma main planant au-dessus de la souris, tremblant légèrement. Puis j'ai agrandi l'affichage. Peut-être y avait-il eu une erreur administrative. Peut-être que j'étais inscrite comme invitée numéro 9, quelque part. Peut-être qu'il m'avait ajouté séparément sur une autre réservation que je n'avais pas encore reçue. Peut-être. Mais il n'y avait pas d'autres pièces jointes, pas de réservation secondaire, pas de confirmation distincte. Juste 8 noms soigneusement listés, et aucun d'entre eux n'était le mien. Je suis restée là un long moment, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans le silence de la pièce. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable doucement, comme s'il risquait de se briser si je bougeais trop vite, comme si la réalité elle-même était devenue fragile et pouvait voler en éclats au moindre geste brusque. Ce soir-là, Mia a appelé. Pas Nathan, non. Mia. Sa voix était d'une gaieté excessive, celle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Cette fausse légèreté qui sonnait toujours un peu creux à mes oreilles. « On finit juste de faire les valises », a-t-elle pépié dans le téléphone. « J'espère que tout est en ordre de ton côté, niveau finance. »« Je crois que le dernier paiement passe demain, c'est ça ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence s'est étiré entre nous pendant quelques secondes qui ont semblé durer une éternité. Puis j'ai demandé doucement, avec une voix que j'ai réussi à garder parfaitement neutre, « Y a-t-il quelque chose que tu voudrais que j'apporte ?» Une pause. Un silence aigu et gênant, comme le crissement d'une craie sur un tableau noir. « Apporter ?» a-t-elle répété, comme si le mot lui était étranger. « Oh non, tu n'as pas besoin d'apporter quoi que ce soit. » J'ai insisté gentiment, testant les limites de sa comédie. Je me demandais juste si je devais prendre des jeux pour les enfants ou des biscuits pour le vol. Je sais qu'Olivia a parfois le mal des transports, et Lucas aime bien avoir son doudou préféré pendant les longs trajets. Elle m'a coupé, souriant toujours. Je pouvais l'entendre dans sa voix, mais avec une note d'acier maintenant, une fermeté qui ne laissait place à aucune négociation. « Jeanne, on a tout prévu. Tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter. En fait, on se disait que ce serait peut-être mieux si tu profitais de ce temps pour te reposer. Reste chez toi. Concentre-toi sur toi-même pour une fois. Ça te fera du bien. » Elle n'a pas dit ces mots avec méchanceté apparente. Non. Elle les a prononcés avec ce ton condescendant de quelqu'un qui prétend savoir ce qui est bon pour vous mieux que vous-même. Mais la finalité était là, implacable comme une porte qui se ferme. Ils avaient tout planifié en m'excluant délibérément. Et maintenant, ils faisaient semblant que c'était pour mon propre bien, comme si m'évincer de mes propres vacances était un cadeau qu'ils m'offraient généreusement. Après la fin de l'appel, je suis restée debout dans ma cuisine, regardant par la fenêtre le bain d'oiseaux que Thomas avait installé 20 ans auparavant, quand Nathan était encore un adolescent qui nous aidait à jardiner le week-end. L'eau était immobile, pas une ride ne troublait sa surface. Exactement comme moi à cet instant. Pas en colère, pas choquée, juste immobile,
figé dans une clarté nouvelle qui commençait à prendre forme, comme le soleil qui perce enfin à travers les nuages après une longue journée de pluie. Je me suis dirigée vers le placard de l'entrée, celui où je gardais les documents importants dans un petit coffret ignifuge. À l'intérieur se trouvaient tous les papiers que j'avais conservés depuis l'ouverture du fonds de voyage. Le compte que j'avais créé de mes propres mains. Le compte que j'avais alimenté euro après euro pendant 3 ans. Le compte lié à chaque réservation pour ce voyage dont on m'avait volé la place. J'ai feuilleté les formulaires un par un, mes doigts légèrement tremblants. Et c'était là, en caractères gras, que je n'avais jamais remarqué avec autant d'acuité. Titulaire du compte, Jeanne-Rose Blanc. Utilisateur autorisé, aucun. Co-signataire, aucun. Propriété partagée, aucune. Accès alternatif, aucun. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui près de la fenêtre où la lumière de l'après-midi était toujours la plus belle, et j'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone. Tout était là, noir sur blanc, indiscutable. Fonds voyage, 21 763 € et 84 centimes. Statut, actif. Carte liée, 6. Responsable principal de facturation. Moi seule. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir vraiment, à penser à la facilité déconcertante avec laquelle ils m'avaient effacé de leur projet, à la confiance avec laquelle ils avaient dépensé ma générosité comme si c'était leur droit acquis, puis jeté ma présence comme si elle était un fardeau dont ils devaient se débarrasser. Je n'avais jamais été destinée à venir avec eux. Ils avaient juste besoin de l'argent, de mon argent, celui que j'avais économisé en me privant de petits plaisirs pendant 3 longues années. Ce n'avait jamais été nos vacances. C'était une transaction commerciale, et j'avais été la banque complaisante qui finançait leurs rêves sans poser de questions. Mais le problème avec les banques, c'est qu'elles peuvent fermer leurs portes. Elles peuvent geler les comptes, elles peuvent dire non. Je n'ai pris aucune décision définitive ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone complètement, pour la première fois depuis des années. J'ai préparé une tasse de thé à la menthe poivrée, le préféré de Thomas pour les soirées d'été, et je me suis assise avec elle dans le jardin, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel qui s'assombrissait. Je me suis laissé ressentir pleinement ce qui m'arrivait. Pas seulement l'insulte, pas seulement la blessure, mais aussi la clarté qui émergeait de cette douleur comme une fleur qui pousse à travers le béton fissuré. Ils ne m'avaient pas oubliée par accident. Ils m'avaient volontairement omise de leur projet, délibérément exclue de leur plan. Et pire encore, ils avaient supposé que je serais trop passive, trop vieille, trop reconnaissante pour les miettes d'attention qu'ils daignaient m'accorder pour remarquer leur trahison. Ils pensaient que je resterais dans l'ombre et sourirais quand même, que je continuerais à donner sans rien demander en retour. Ils avaient oublié qui les avait élevés. Ils avaient oublié qui j'étais vraiment, sous le masque de la grand-mère accommodante que j'avais porté si longtemps qu'il avait fini par coller à ma peau. J'ai envoyé un dernier message à Nathan avant d'aller me coucher. Mes doigts ont tapé les mots avec un calme surprenant. Dis-moi si tu veux de l'aide pour les sacs des enfants ou des collations avant le voyage. Je peux apporter des bracelets contre le mal des transports pour Olivia, ceux qui ont fonctionné la dernière fois qu'on est allé à Nice ensemble. Aucune réponse n'est venue. 1 heure a passé, puis 2. Je pouvais voir que le message avait été lu presque immédiatement, le petit indicateur bleu me le confirmant avec une précision cruelle. Toujours rien. Pas de merci. Pas de reconnaissance. Pas de « on apprécie ta pensée, maman ». Juste le silence assourdissant de quelqu'un qui ne prend même plus la peine de faire semblant. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait pas de malentendu à éclaircir. Ce n'était pas une question de mauvaise communication ou d'oubli ou de préférence de Mia qu'on pourrait discuter et ajuster. C'était une question de mépris, d'ingratitude, de cruauté tranquille de gens qui pensent que l'amour est une transaction à sens unique où l'on prend sans jamais donner en retour. J'étais le coffre-fort qu'ils vidaient, et ils encaissaient maintenant le dernier paiement sans même un regard en arrière. Mais plus maintenant. J'ai fermé l'application, et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai dormi toute la nuit d'un sommeil profond et sans rêve. Je ne me suis pas mise à crier, je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne pour annoncer ce que j'avais découvert, pour me plaindre ou chercher de la sympathie. Pas d'appel téléphonique dramatique à des amis pour raconter ma mésaventure.
Pas d'accusation explosive envoyée par message dans un moment de colère que j'aurais pu regretter ensuite. J'ai simplement fait du thé, me suis assise dans le fauteuil que Thomas appelait le poste d'observation parce qu'il donnait sur le jardin et la rue au-delà, et j'ai regardé par la fenêtre pendant que mon ordinateur portable s'éveillait doucement à côté de moi, son écran projetant une lueur bleutée dans la pénombre du salon. La maison était silencieuse. Pas de télévision, pas de radio, juste le vent qui tapotait contre les carreaux et le ronronnement occasionnel du réfrigérateur dans la cuisine. Et dans ce silence, quelque chose en moi s'est établi, s'est ancré. Pas comme le calme qu'on ressent après une tempête, non. Plutôt comme la pierre qui se pose au fond d'un étang après avoir été jetée. Solide, immuable, déterminée. Je n'étais plus confuse. Je n'attendais plus d'excuses qui ne viendraient jamais ou qui viendraient trop tard et trop vides pour signifier quoi que ce soit. J'étais en train de planifier ma réponse, de reprendre le contrôle d'une situation où on m'avait traitée comme une figurante dans ma propre vie. La veille du départ prévu pour les autres, je me tenais dans ma chambre, regardant le petit sac de voyage que j'avais préparé pour moi-même des semaines auparavant, quand j'étais encore pleine d'espoir et d'anticipation naïve. À l'intérieur se trouvaient 2 robes d'été que je n'avais pas portées depuis des années, aux couleurs vives qui m'avaient autrefois fait sourire devant le miroir. Il y avait aussi une photo de Thomas que j'avais prévu de placer sur la table pendant notre dîner de famille sur la plage, pour qu'il soit là avec nous d'une certaine façon. Et une petite boîte d'allumettes pour la bougie que je voulais que nous allumions tous ensemble en sa mémoire. Une bougie parfumée à la lavande, son odeur préférée, celle qui lui rappelait les champs de Provence où il avait grandi. J'avais imaginé cette scène des dizaines de fois dans ma tête. Nous serions tous debout sur le sable, pieds nus, alors que le soleil plongerait lentement dans l'océan, embrasant le ciel de teintes orangées et roses. Nous prendrions à tour de rôle la parole pour partager ce dont nous nous souvenions le plus de Thomas. Je serais la dernière à parler, et je raconterais aux enfants comment leur grand-père avait un jour construit un château de sable si grand et si élaboré qu'un bateau de touristes qui passait l'avait montré du doigt, les passagers applaudissant depuis le pont. Rien de tout cela n'arriverait maintenant. Du moins pas avec moi présente pour le vivre. J'ai ouvert mon ordinateur portable à nouveau et navigué jusqu'à l'application bancaire, mes doigts se déplaçant sur le clavier avec une précision que je ne me connaissais pas. J'ai fait défiler jusqu'à la section du fonds de voyage. Mon nom était toujours là en haut, en caractères officiels et indiscutables. Titulaire du compte, Jeanne Rose Blanc. J'ai vérifié les cartes liées, 6 au total. Une pour le complexe hôtelier avec vue sur la mer des Caraïbes. Une pour la société de location de voitures qui devait les attendre à l'aéroport avec un minibus climatisé. Une pour la compagnie aérienne. 3 pour les dépenses diverses. Nourriture dans les restaurants locaux, excursions en bateau, divertissements nocturnes. Toutes configurées pour prélever automatiquement sur la même source, mon fonds, mon argent. Mes 3 années de sacrifice. J'ai cliqué sur l'onglet des paramètres, celui que je n'avais jamais eu besoin d'utiliser auparavant. Et c'était là, clairement visible. Verrouillage des transactions, mode gel. J'ai survolé le bouton avec le curseur, le cœur battant un peu plus fort dans ma poitrine. Une petite note en dessous expliquait « Activez ce paramètre pour mettre en pause tous les débits sortants de ce compte. Les cartes liées seront désactivées. Aucune nouvelle charge ne pourra être autorisée sans vérification par le titulaire du compte. » Un seul clic, c'était tout ce qu'il faudrait. Un simple mouvement du doigt sur le bouton de la souris, et leur réservation ne pourrait pas être confirmée. Mais je n'ai pas encore cliqué. Je n'étais toujours pas certaine que c'était la bonne chose à faire. La chose juste, la chose que la femme que j'avais été et que je voulais redevenir aurait faite. Je n'avais pas été élevée pour être vindicative. Thomas et moi avions enseigné à Nathan que les actions ont des conséquences, mais aussi que la famille pardonne, que l'amour n'est pas une monnaie d'échange, qu'on ne compte pas les points quand on aime vraiment quelqu'un. Avions-nous échoué si complètement dans cette éducation? Ou est-ce que la leçon n'avait simplement jamais pris racine dans le cœur de notre fils? J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allée dans la cuisine préparer le dîner. Un repas simple pour une personne seule, un croque-monsieur et une soupe à la tomate,
les plats réconfortants préférés de Thomas, qu'il réclamait chaque fois qu'il avait eu une mauvaise journée au travail ou qu'il avait besoin de réconfort. Pendant que je remuais la soupe, regardant les bulles se former et éclater à la surface, j'ai pensé à la première fois où j'avais appris à Nathan comment préparer ce plat. Il avait 9 ans, debout sur un tabouret à côté de moi, retournant soigneusement le sandwich avec une concentration intense pendant que je le supervisais. « Pas trop grillé !» avait-il dit sérieusement, ses sourcils froncés par l'effort. « Papa aime quand c'est juste doré. » Ce soir-là, nous avions dîné tous les 3 ensemble, Nathan servant fièrement à son père le sandwich qu'il avait préparé de ses propres mains. Thomas avait déclaré avec une solennité théâtrale que c'était le meilleur croque-monsieur qu'il avait jamais mangé de toute sa vie. Et Nathan avait rayonné de fierté, son petit visage illuminé par un sourire si large qu'il semblait prendre toute la place. Où était passé ce petit garçon? Celui qui se souciait si profondément de rendre son père heureux, qui voulait tellement bien faire, qui apportait tant d'amour dans les gestes les plus simples. Celui qui m'écrivait des cartes pour la fête des mères qui me faisait pleurer de joie, avec ses dessins maladroits et ses mots tendres. Celui qui m'apportait des tulipes roses chaque mois de mars, même après avoir déménagé dans une autre ville pour son travail, parce qu'il savait que c'était ma fleur préférée et qu'il n'avait jamais oublié. Quand il était en primaire, Nathan avait dessiné une image de moi portant une cape de super-héros, les bras levés vers le ciel, dans une pose triomphante. La légende disait « Ma maman sauve la journée ». J'avais gardé ce dessin dans un album de souvenirs, collé sur une page avec la date et son âge noté soigneusement dans un coin. Je me demandais s'il se souvenait même de l'avoir dessiné, s'il se souvenait de l'enfant qu'il avait été et de la mère qu'il m'avait vu être. En mangeant mon dîner seul à la table de la cuisine, avec la chaise vide de Thomas en face de moi comme un reproche silencieux, j'ai pensé à l'argent. Pas seulement au montant en euros, mais à ce qu'il représentait vraiment. 3 ans de travail supplémentaire le soir, quand mes yeux fatigués réclamaient le repos. 3 ans de sacrifices, de petits plaisirs abandonnés sans regret. 3 ans d'espoir accumulé centime après centime. Tu as déjà fait ta part en payant. Les mots résonnaient dans ma tête comme un écho qui refuse de s'éteindre, rebondissant contre les murs de ma conscience. Est-ce que c'était tout ce à quoi j'étais bonne maintenant? Écrire des chèques et rester hors de vue? Être le portefeuille qui s'ouvre et la présence qui s'efface? Après le dîner, j'ai appelé mon amie Éléonore Jourdain. Éléonore et moi nous connaissions depuis que nos enfants étaient à l'école primaire ensemble, il y a plus de 30 ans. Elle avait 72 ans maintenant. Une infirmière retraitée dont le fils vivait en Australie et n'appelait qu'aux grandes fêtes, quand il y pensait et que le décalage horaire le permettait. Nous partagions cette solitude particulière des mères dont les enfants ont construit leur vie ailleurs, loin, sans regarder en arrière. La voix d'Éléonore s'est enflammée d'indignation quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, les mots se déversant de moi comme l'eau d'un barrage qui cède enfin, après avoir retenu trop longtemps. « Ils t'ont désinvité », ai-je répété, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru possible. « Après que j'ai tout payé. » La villa, les billets, les excursions, tout. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout de la ligne, puis Éléonore a éclaté. « Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, ma chérie? » « Je ne sais pas, » ai-je admis, regardant par la fenêtre le jardin qui s'assombrissait dans le crépuscule. Une partie de moi veut les laisser partir et profiter de leurs vacances. Peut-être qu'ils ont besoin de ce temps ensemble, sans moi. Peut-être que je suis devenue quelqu'un qui complique les choses au lieu de les faciliter. « Ah, Jeanne Blanc », a dit Éléonore fermement, avec cette voix qu'elle utilisait autrefois pour rappeler à l'ordre les patients difficiles. C'est le plus gros tas de fumier que j'ai jamais entendu. Il profite de toi. Point final. Pas de nuances, pas d'excuses, pas de peut-être. Je sais, ai-je soupiré, sentant le poids de cette vérité s'installer sur mes épaules, comme un manteau qu'on ne peut pas enlever. Mais ils sont quand même ma famille. Nathan est mon fils. Olivia et Lucas sont mes petits-enfants. Je ne peux pas simplement. La famille ne se traite pas de cette façon, m'a-t-elle interrompu avec une conviction inébranlable. Tu dois te défendre, Jeanne. Si tu ne le fais pas maintenant, ils continueront à te marcher dessus,
encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi à piétiner. Tu mérites mieux que ça. Thomas aurait dit la même chose s'il était encore là. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le salon. Les paroles d'Éléonore résonnant dans mes oreilles comme une cloche qui refuse de se taire. Elle avait raison, bien sûr. Ce n'était pas une question d'un seul voyage ou d'une seule exclusion. C'était une question de respect fondamental, de limites nécessaires, d'apprendre aux gens comment vous traiter en montrant ce que vous êtes prête à accepter et ce que vous refuserez de tolérer. J'ai repensé à l'option de gel du compte. Si je l'activais, ils ne pourraient pas s'enregistrer au complexe hôtelier à leur arrivée. Leur réservation de dîner serait refusée, les cartes déclinées avec un bip embarrassant devant le serveur. Leurs excursions en bateau seraient annulées, les billets invalidés. Est-ce que c'était mesquin de ma part d'y penser? Peut-être. Est-ce que c'était mérité de leur part? Absolument. Mais j'ai encore hésité, le doigt suspendu au-dessus du clavier comme un juge qui hésite avant de rendre son verdict. Parce qu'une fois que vous décidez d'arrêter de jouer le rôle que les gens vous ont assigné, la bonne mère qui ne demande jamais rien, la belle-mère accommodante qui accepte tout avec le sourire, la grand-mère invisible qui donne sans jamais compter, il n'y a plus de retour possible vers ce masque confortable. Et je voulais être sûre de ma décision avant de la prendre, sûre de pouvoir vivre avec ses conséquences, quelles qu'elles soient. Alors je leur ai donné une dernière chance, une seule, ultime, définitive. J'ai appelé Nathan. Le téléphone a sonné 4 fois avant de basculer sur la messagerie vocale, sa voix enregistrée me demandant poliment de laisser un message. Je n'en ai pas laissé. Au lieu de cela, j'ai tapé un texto bref et direct. Nathan, j'aimerais te parler du voyage. Appelle-moi quand tu as un moment, s'il te plaît. C'est important pour moi. J'ai regardé le statut du message passer à « lu » presque immédiatement. Le petit indicateur bleu confirmant qu'il l'avait vu dans les secondes qui avaient suivi l'envoi. Mais aucune réponse n'est venue, pas après 10 minutes pendant lesquelles je fixais l'écran comme s'il pouvait forcer une réponse à apparaître. Pas après 30 minutes où j'ai essayé de me distraire en rangeant des placards qui n'avaient pas besoin d'être rangés. Pas après 1 heure complète où j'ai compris que le silence était sa réponse, la plus éloquente de toutes. J'ai attendu jusqu'à 22 heures, assise dans le fauteuil de Thomas, avec mon téléphone posé sur mes genoux, comme un petit animal blessé. Toujours rien. Pas un mot, pas un appel, pas même un emoji qui aurait montré qu'il avait au moins pensé à répondre. C'est à ce moment-là que j'ai su avec une certitude absolue qu'il n'y avait pas de malentendu à dissiper, pas de confusion à clarifier. Ce n'était pas de la négligence accidentelle ou un oubli regrettable. C'était délibéré, c'était calculé. C'était cruel d'une cruauté tranquille, celle qui ne lève jamais la main, mais qui brise quand même. J'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois. J'ai navigué jusqu'à l'application bancaire avec des gestes devenus automatiques. J'ai cliqué sur le fonds de voyage, celui que j'avais créé et nourri pendant 3 ans comme on élève un enfant. J'ai survolé le bouton « Geler le compte » avec le curseur. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai cliqué. L'icône est devenue bleue, confirmant l'action. Le message s'est mis à jour instantanément. Mode gel activé. Toutes les transactions sont maintenant suspendues. Autorisation manuelle requise pour reprendre les opérations. C'était fait. En quelques secondes, 3 ans de leur attente avaient été mis en pause, comme on arrête une vidéo au milieu d'une scène. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, laissant la réalité de ce que je venais de faire s'imprimer dans ma conscience. Il n'y aurait pas de notification envoyée automatiquement pour les prévenir. Pas d'alerte sur leur téléphone. Pas d'avertissement leur donnant le temps de trouver une solution de rechange. Ils le découvriraient de la même façon que j'avais découvert que je n'étais pas invitée. De la manière la plus silencieuse et indéniable possible, face à un fait accompli qu'ils ne pourraient pas contourner. Je me suis adossée dans mon fauteuil. J'ai pris une gorgée du thé qui avait refroidi à côté de moi et j'ai expiré longuement, profondément. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la méchanceté gratuite ou le désir de leur faire du mal pour le simple plaisir de les voir souffrir. C'était simplement la réalité qu'ils avaient eux-mêmes choisie en me traitant comme ils l'avaient fait. Une réalité où leur généreuse bienfaitrice décidait qu'elle n'était plus disposée à financer des projets dont on l'excluait.
Cela ne signifiait pas que je devais continuer à le faire avec le sourire. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint les lumières une à une en traversant la maison silencieuse, et je suis allée me coucher. Pour la première fois depuis que j'avais reçu le texto de Nathan, je ne ressentais ni honte, ni confusion, ni cette douleur sourde qui m'avait accompagnée pendant des jours. À la place, je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis très longtemps. Du pouvoir. Pas le genre destructeur qui vient du désir de blesser les autres, non. Le genre tranquille et stable qui vient du fait de se souvenir de sa propre valeur, de reprendre possession de sa dignité, de refuser d'être traité comme quantité négligeable par ceux-là même qu'on a le plus aimé. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la Martinique. Mais je n'étais pas seule sur la plage dans mon rêve, abandonnée et triste comme j'aurais pu m'y attendre. Au lieu de cela, j'étais entourée de femmes de mon âge, toutes riant ensemble, toutes visibles et vivantes et valorisées. Le soleil dorant nos visages ridés par la vie, tandis que les vagues applaudissaient à nos pieds. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, baignée dans la lumière dorée de l'aube provençale, je savais exactement ce que j'allais faire de mon fond de voyage. Et cela n'avait plus rien à voir avec Nathan ou Mia. Cela avait tout à voir avec moi. Avec qui j'étais vraiment. Avec qui je voulais devenir. Parce que si vous êtes destiné à être oublié par la famille que vous avez construite pierre par pierre pendant des décennies, autant construire une nouvelle famille. Une famille de choix cette fois, pas de sang ou d'obligation. Une famille de femmes qui comprendraient, parce qu'elles aussi avaient vécu l'exclusion, l'invisibilité, le sentiment d'être devenues des meubles dans la vie de ceux qu'elles avaient le plus aimés. Le matin du jour de départ prévu pour les autres est arrivé avec un ciel clair et lumineux, le genre de journée parfaite qui semble narguer ceux qui ont le cœur lourd. Je me suis réveillée tôt, avant même que le soleil ne soit complètement levé, et je me suis préparé une tasse de café fort dans la cuisine silencieuse. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour consulter les réseaux sociaux. Cette fenêtre sur la vie des autres que nous avons créée pour nous torturer en regardant le bonheur affiché de ceux qui nous entourent. Et ils étaient là, souriant sur mon écran comme si le monde leur appartenait. Nathan, Mia et les enfants, tous réunis dans un selfie de groupe posté à peine 20 minutes plus tôt. La légende disait « Direction l'aéroport. Martinique, nous voilà !» Vacances en famille, c'est parti pour l'aventure. J'ai agrandi la photo, étudiant chaque détail avec une attention douloureuse. Olivia portait le chapeau de soleil que je lui avais acheté l'été dernier, celui avec les petites fleurs brodées qu'elle avait adoré dès qu'elle l'avait vu. Lucas serrait contre lui le dauphin en peluche que je lui avais offert pour son anniversaire, celui qui l'emportait partout parce qu'il disait que mamie lui avait donné des pouvoirs magiques contre les cauchemars. Ils avaient tous les deux l'air si excités, leurs yeux brillants d'anticipation enfantine, ignorant du drame qui se jouait autour d'eux, de la grand-mère qu'on avait effacée du tableau pour que l'image soit plus nette. Derrière les enfants se tenaient les parents de Mia, Richard et Hélène Mercier, tous deux portant des chemises tropicales assorties, comme s'ils s'étaient coordonnés pour l'occasion. La sœur de Mia, Jessica, et son petit ami Marc complétèrent le groupe, tous arborant des sourires identiques de vacanciers impatients. 8 personnes en tout. Pas 9. Jamais 9. Mia avait ajouté une autre photo à sa story. Un gros plan de leurs étiquettes de bagages personnalisées, fabriquées sur mesure avec les initiales de chaque membre de la famille dans un design élégant. La légende disait « Quand on voyage en équipe unie, famille d'abord, toujours ». La phrase m'a coupé comme du verre brisé, ses arêtes tranchantes s'enfonçant dans des blessures déjà à vif. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air emplir mes poumons et en ressortir lentement, et j'ai fermé l'application des réseaux sociaux. Je n'avais pas besoin de me torturer en regardant leur voyage se dérouler en temps réel. Photo après photo, sourire après sourire. Chaque image un rappel de l'endroit où je n'étais pas, de la famille dont je ne faisais plus partie. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge de la cuisine. 7h45 du matin. Leur vol était prévu pour décoller à 10h45. S'ils suivaient la recommandation habituelle d'arriver 2 heures avant pour un vol international, ils seraient au comptoir d'enregistrement vers 8h30. Le fond de voyage restait gelé. Toutes les cartes liées étaient désactivées,
attendant sagement que le chaos commence. Aucune nouvelle transaction ne pouvait être traitée sans mon autorisation expresse, celle que je n'avais aucune intention de donner. Quand ils atteindraient le comptoir d'enregistrement, ils découvriraient que leur réservation ne pouvait pas être confirmée. Les cartes refusées, une après l'autre, par le système informatique indifférent. Le complexe hôtelier ne les accueillerait pas à leur arrivée, leurs chambres libérées et réattribuées à d'autres clients. La voiture de location ne serait pas là à les attendre sur le parking de l'aéroport de Fort-de-France. Les billets pour les excursions seraient invalides. Les réservations au restaurant annulées. Mon téléphone était resté posé face contre la table de la cuisine depuis la veille. Je savais qu'il allait bientôt se mettre à sonner. Ce n'était qu'une question de temps, 2 minutes peut-être, avant que la réalité ne les rattrape. À 8h32 exactement, comme prévu avec une précision presque comique, le téléphone a vibré. Le nom de Nathan clignotait sur l'écran, accompagné de la photo que j'avais mise comme identifiant, celle où il souriait encore sans arrière-pensée. Je l'ai laissé sonner 4 fois, regardant l'écran sans bouger, comptant chaque vibration comme un battement de cœur. Puis la messagerie vocale s'est enclenchée, avalant l'appel dans son silence numérique. 30 secondes plus tard, il a rappelé. Encore une fois, je n'ai pas répondu, laissant le téléphone vibrer sa frustration sur la surface en bois de la table. Puis un texto est arrivé, les mots apparaissant sur l'écran de notification. « Salut, on a une erreur bizarre à l'enregistrement. Tu peux vérifier le compte voyage rapidement ?» Je n'ai pas répondu. 5 minutes ont passé, longues et silencieuses. Puis un autre message, plus urgent cette fois. « Maman, ils disent que la carte a été refusée plusieurs fois. Tu vois quelque chose de ton côté? Il y a peut-être un problème technique avec ta banque? » Toujours, je n'ai rien dit. J'ai posé le téléphone et je suis allée me servir une autre tasse de café, prenant mon temps pour ajouter le sucre et remuer lentement, rituellement. Puis les appels ont vraiment commencé. D'abord, un toutes les 10 minutes, une interruption régulière, mais encore contenue. Puis un toutes les 5 minutes, la fréquence s'accélérant comme un pouls qui s'emballe. Puis dos à dos, les appels se succédant sans pause, chaque sonnerie plus insistante que la précédente. Les messages vocaux ont suivi, s'accumulant dans ma boîte comme des feuilles mortes après une tempête d'automne. Le premier, « Maman, c'est moi. Rappelle-moi vite, s'il te plaît. » Le deuxième, quelques minutes plus tard, « Ok, je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'arrive pas à confirmer la location de voiture. Ça dit fonds indisponibles. Tu peux regarder ?» Le troisième, la voix de Nathan devenue plus tendue. « Maman, s'il te plaît. » Les enfants commencent à s'inquiéter. Dis-moi juste s'il s'est passé quelque chose avec le compte. On peut arranger ça, peu importe ce que c'est. J'ai gardé le téléphone face contre la table, le ronronnement sourd des vibrations devenant une musique de fond à ma matinée tranquille. L'horloge indiquait 9h27. Le vol était prévu pour décoller dans un peu plus d'1 heure. Je les imaginais debout au comptoir, scannant et rescannant ces cartes en plastique brillantes qui refusaient obstinément de fonctionner. Je voyais Mia devenant de plus en plus frénétique à chaque bip de refus. Son maquillage parfait commençant peut-être à fondre sous la chaleur de la panique. Ses parents posant des questions à voix basse mais ferme, le ton de ceux qui investissent leur jugement dans chaque syllabe. Nathan transpirant, essayant de garder le contrôle d'une situation qui lui échappait complètement, jouant le rôle du chef de famille alors qu'il ne maîtrisait rien. Puis est arrivé un message vocal d'un ton différent. Un murmure bas et urgent, presque suppliant. « Maman, je ne sais pas ce que tu as fait, mais si c'est à cause du texto, est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît? » Les enfants sont vraiment contrariés. On a planifié ça depuis des mois. Ils ne comprennent pas pourquoi rien ne marche. J'ai pris le téléphone et j'ai écouté le message une deuxième fois, analysant chaque mot avec une attention de détective. On a planifié ça depuis des mois. Pas. Tu as planifié ça pendant des années. Pas. On apprécie tout ce que tu as fait pour rendre ce voyage possible. Juste une réécriture de l'histoire, où leur excitation de quelques semaines effaçait mes années de sacrifices silencieux. Et toujours pas d'excuses véritables. Toujours pas d'admission de ce qu'ils avaient fait de mal. Juste une proposition de parler, maintenant que leur plan s'effondrait comme un château de cartes dans une tempête de conséquences. J'ai reposé le téléphone et je me suis dirigée vers la fenêtre qui donnait sur mon jardin. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les parterres de fleurs que j'avais entretenus seul depuis la mort de Thomas.
La lavande qu'il avait plantée il y a des années était en pleine floraison, ses tiges violettes ondulant doucement dans la brise matinale, libérant ce parfum qui me transportait instantanément à ses côtés, où qu'il soit maintenant. À 10h15, une demi-heure avant le décollage prévu, Nathan a envoyé un dernier texto d'une tonalité désespérée. « On embarque. Appelle-moi, s'il te plaît. On peut encore arranger les choses à l'arrivée si tu débloques le compte. Je t'en supplie, maman. » Mais je n'ai pas appelé. Ils ont décollé sans avoir un endroit où atterrir vraiment, sans villa qui les attendait, sans voiture prête à les emmener vers leurs vacances de rêve. Parce que l'argent n'est une garantie que quand il est soutenu par la confiance et le respect. Et ils avaient brisé les deux, aussi sûrement que s'ils avaient jeté une pierre dans une vitrine de cristal. Vers midi, j'avais accumulé plus de 50 appels manqués. De Nathan, de Mia, même de la mère de Mia dont le numéro s'affichait avec une insistance que je ne lui connaissais pas. Je n'ai pas écouté les autres messages vocaux qui s'empilaient dans ma boîte. Je suis allée me promener à la place, quittant la maison qui commençait à se sentir comme une cage dorée de souvenirs et de regrets. L'air était doux et parfumé, typique de la Provence au printemps. Les oiseaux chantaient dans les arbres du quartier, indifférents aux drames humains qui se jouaient autour d'eux. Une voisine m'a fait signe de la main depuis son jardin et m'a demandé si je partais quelque part pour les vacances de printemps, remarquant peut-être mon air plus léger que d'habitude. J'ai souri, un vrai sourire cette fois. Pas le masque poli que je portais si souvent en société. « Pas encore, ai-je répondu. Mais bientôt. » « Très bientôt ?» Quand je suis rentrée 1 heure plus tard, revigorée par la marche et l'air frais, le téléphone avait enfin cessé de sonner. À la place, il y avait un nouveau message de Nathan. Le premier qui ressemblait vaguement à autre chose qu'une demande ou une accusation. « Écoute, si c'était à cause de ce qu'on a dit, peut-être qu'on a fait une erreur. » « Ok, je ne sais pas. » Les choses se sont embrouillées, mais les enfants sont là. Ils étaient excités comme jamais. « On peut encore arranger ça. S'il te plaît, débloque juste le compte. Je te promets qu'on parlera de tout ça en détail quand on rentrera. On trouvera une solution ensemble. » J'ai fixé l'écran, analysant chaque mot comme un texte ancien qu'il faut déchiffrer. Ils voulaient les vacances maintenant et repousser les excuses à plus tard, quand ce serait plus confortable pour eux. Ils voulaient le pardon sans la confession, l'absolution sans la pénitence. Ils voulaient que je finance leur joie, pendant qu'ils exilaient la mienne dans l'oubli, et que je souris quand même en attendant qu'ils daignent m'accorder une conversation. Non, je ne débloquerai pas le compte. Je ne répondrai pas aux messages. Je ne m'expliquerai pas, parce que je ne leur devais rien. Absolument rien. Parfois, le silence est la seule réponse assez forte pour être vraiment entendue. Le remboursement est arrivé 2 jours après leur vol. Il est apparu dans mon compte en petites notifications successives, une par une, comme des gouttes de pluie qui annoncent l'averse. D'abord le complexe hôtelier, dont l'annulation avait été traitée automatiquement quand les cartes avaient été refusées à l'arrivée. Puis la société de location de voitures, qui avait libéré la réservation après un délai de grâce non honoré. La compagnie aérienne a remboursé les taxes et frais récupérables. Les forfaits d'excursion ont suivi, un par un. Le tour en bateau, le dîner privé sur la plage, les leçons de plongée pour les enfants, le dépôt pour le chef cuisinier à domicile, les billets pour la soirée traditionnelle avec danse et musique créole. Tout est revenu, tout a été inversé, tout m'appartenait à nouveau. Mon compte du fonds de voyage, autrefois vidé par un amour aveugle, était à nouveau plein, les chiffres s'alignant sur l'écran comme une armée fidèle revenue de bataille. Mais cette fois, l'amour ne serait plus aveugle. Cette fois, je dépenserais cet argent différemment, pour des gens qui comprenaient ce que la mémoire et la reconnaissance valaient vraiment. Pas pour des apparences trompeuses ou des obligations familiales à sens unique. Pas pour des gens qui me voyaient comme un portefeuille ambulant avec des rides. Cette fois, je le dépenserais pour celles qui, comme moi, avaient vécu des vies entières à donner sans jamais être vues, à aimer sans jamais être remerciées, à espérer sans jamais être récompensées. J'ai ouvert mon carnet, celui que j'utilisais depuis des années pour noter les choses importantes. C'était le même carnet où j'avais écrit les chansons préférées de Thomas, ses vieilles recettes de cuisine qu'il tenait de sa grand-mère, et les prénoms de chaque petit enfant avec leur date de naissance soigneusement calligraphiée. J'ai tourné les pages
jusqu'à en trouver une vierge, et j'ai écrit 3 mots en haut, en lettres capitales, qui semblaient proclamer une déclaration d'indépendance. Les femmes oubliées. J'ai passé mon premier appel à Éléonore Jourdain. Elle a répondu dès la 2e sonnerie, sa voix chaleureuse et familière remplissant instantanément l'espace vide de ma cuisine. « Jeanne, je pensais justement à toi. Est-ce qu'ils sont partis pour leur voyage, finalement? » « Ils ont essayé, » ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même, puis je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé depuis notre dernière conversation. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil, si long que j'ai cru que la connexion avait été coupée. Puis Éléonore a éclaté d'un rire franc et sonore, le genre de rire qui vient du ventre et qui refuse de s'arrêter. « Bravo, ma chérie! »« Bravo! » Il était temps que quelqu'un leur donne une leçon. Ces enfants ont besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences, et plus tôt ils l'apprendront, mieux ce sera pour tout le monde. Je me sens terrible pour mes petits-enfants. Ai-je admis, la culpabilité familière pointant le bout de son nez malgré ma résolution. Ils n'ont rien fait de mal dans tout ça. Ils étaient juste excités à l'idée de voir la mer et de construire des châteaux de sable. Les enfants apprennent en regardant les adultes autour d'eux, a répondu Éléonore fermement, avec cette sagesse qu'elle avait acquise en 30 ans de carrière infirmière et autant d'années de maternité. Mieux vaut qu'ils apprennent maintenant qu'on ne peut pas traiter les gens de cette façon et s'attendre à ce que tout continue comme si de rien n'était. S'ils grandissent en pensant qu'ils peuvent maltraiter ceux qui les aiment, ils deviendront comme leurs parents, et ce sera bien pire pour tout le monde à long terme. Après une pause, où j'ai laissé ces paroles s'imprimer dans mon esprit, j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis le matin. À quand remonte la dernière fois que tu as pris des vacances, Éléonore? De vraies vacances? Pas juste un week-end chez ta cousine à Lyon? Moi? Elle a semblé surprise par le changement de sujet, sa voix montant d'une octave. Mon Dieu, je n'ai été nulle part depuis que François est mort. Ça fait 12 ans maintenant. 12 ans que je n'ai pas quitté la région, que je n'ai pas vu la mer autrement qu'en photo. J'ai senti mon cœur se serrer à ces mots, à cette décennie de solitude qu'elle avait traversée sans se plaindre, sans rien demander à personne. Et si je t'invitais à venir à la Martinique avec moi? Tous frais payés, c'est mon cadeau. Le silence qui a suivi était si profond et si long que j'ai vraiment cru qu'on avait été déconnectés. J'ai même regardé l'écran de mon téléphone pour vérifier que l'appel était toujours actif. « Éléonore, tu es toujours là? »« Je suis là, » a-t-elle dit, sa voix soudain épaissie par l'émotion, comme si elle retenait des larmes. « Jeanne Blanc, tu es sérieuse? Tu ne plaisantes pas? » Complètement sérieuse, ma chérie. J'ai une villa en bord de mer qui peut accueillir 8 personnes, remboursées et rebookables. Et j'aimerais que tu sois l'une de mes invitées. L'une des premières sur ma liste, en fait. L'une de... Qui d'autre est-ce que tu invites? Je lui ai expliqué mon idée, les mots coulant de moi, comme s'ils avaient attendu toute ma vie pour être prononcés. Je voulais rassembler des femmes comme nous, des femmes qui avaient donné sans jamais se plaindre, qui avaient été oubliées ou mises de côté par ceux qu'elles avaient le plus aimés, qui avaient des histoires à raconter, mais plus personne pour les écouter. Des femmes qui méritaient un beau souvenir avant qu'il ne soit trop tard pour en créer un. Je fais une liste, ai-je dit avec une détermination nouvelle dans la voix. Et j'aimerais ton aide pour la compléter. Tu connais des femmes comme ça? Des femmes qui auraient besoin de ce voyage autant que moi? Éléonore n'a pas hésité une seconde. Les noms ont commencé à affluer, comme si elle les avait gardés en réserve pour exactement ce moment. Dorothée Dubois, a-t-elle dit immédiatement. Sa fille m'a déménagé à Bordeaux l'année dernière et n'a pas appelé une seule fois depuis. Dorothée a élevé ses petits-enfants pendant que sa fille finissait ses études. Elle les gardait tous les week-ends et toutes les vacances scolaires, et maintenant elle ne reçoit même pas une carte pour son anniversaire. J'ai écrit le nom dans mon carnet, la plume grattant le papier avec un son satisfaisant. Qui d'autre? Patricia Chen. Son mari l'a quittée pour sa secrétaire il y a 20 ans, après lui avoir fait croire pendant des années que c'était elle le problème dans leur mariage. Et ses enfants ont pris le parti du père, parce que c'était plus facile, parce qu'il avait l'argent et le pouvoir.
Elle fait du bénévolat à la boutique de cadeaux de l'hôpital tous les week-ends. Elle ne se plaint jamais, elle sourit toujours, mais je l'ai vue pleurer dans la chapelle de l'hôpital plus d'une fois. Un autre nom ajouté à ma liste, une autre histoire de sacrifice invisible et de reconnaissance absente. Ruth Garcia, a continué Éléonore, sa voix s'adoucissant. Elle s'occupe de son frère atteint de démence depuis des années. Elle dort sur un lit de camp à côté du sien chaque nuit, au cas où il se réveillerait désorienté et aurait besoin d'elle. Elle n'a pas eu une nuit complète de sommeil depuis au moins 3 ans. Ses propres enfants vivent en Espagne et ne viennent la voir qu'une fois par an, à Noël, et encore, pas toujours. Et Gladys Martin, ai-je ajouté, pensant à cette femme discrète qui travaillait à la bibliothèque municipale, celle qui m'avait un jour confié qu'elle n'avait jamais vu l'océan, malgré une vie entière passée à seulement 4 heures de la côte méditerranéenne. Elle est seule depuis que sa compagne est décédée il y a des années. Elle n'a jamais manqué un jour de travail. Elle ne demande jamais rien à personne. « Oh oui, Gladys !» a confirmé Éléonore. « Elle mérite tellement ce voyage. Elle a vécu dans l'ombre toute sa vie sans jamais pouvoir être vraiment elle-même. » « Et Diane Fournier ?» ai-je ajouté, pensant à cette femme de 72 ans qui m'avait un jour conduite à la clinique quand je m'étais tordu la cheville en faisant mes courses et qui n'avait jamais accepté que je la rembourse pour l'essence ou que je lui rende l'appareil. Elle a abandonné une carrière prometteuse de pianiste pour s'occuper de ses parents vieillissants. Elle ne l'a jamais regretté publiquement. Mais parfois, je la vois regarder le piano du salon communautaire avec une expression qui en dit long sur les rêves qu'elle a dû enterrer. Quand nous avons terminé notre conversation, j'avais 5 noms en plus de celui d'Éléonore et du mien. 5 femmes aux histoires différentes, mais au destin commun. Celui d'avoir donné plus qu'elle n'avait jamais reçu. Dorothée Dubois, 68 ans, une institutrice retraitée d'origine martiniquaise qui avait aidé à élever ses petits-enfants pendant que sa fille finissait son doctorat, pour être ensuite exclue des cérémonies de remise de diplôme parce que c'était un événement pour la famille proche seulement. Patricia Chen, 65 ans, une franco-vietnamienne divorcée qui avait fui un mariage où elle était maltraitée pour être ensuite ostracisée par ses propres enfants qui ne pouvaient accepter la honte culturelle du divorce dans leur communauté traditionnelle. Ruth Garcia, 70 ans, une veuve d'origine espagnole qui prenait soin de son frère malade jour et nuit, dormant sur un lit de camp à côté du sien depuis des années sans jamais se plaindre. Gladys Martin, 66 ans, une ancienne bibliothécaire qui n'avait jamais pu vivre ouvertement son amour pour une autre femme dans une époque moins tolérante, et qui avait perdu sa compagne de 40 ans sans même pouvoir assister à ses funérailles officielles. Et Diane Fournier, 72 ans, une ancienne pianiste prometteuse qui avait sacrifié sa carrière pour s'occuper de ses parents âgés, et qui n'avait jamais eu d'enfant parce que le temps avait filé pendant qu'elle jouait le rôle de la fille dévouée. J'ai passé 6 appels téléphoniques ce soir-là. Chaque conversation suivait le même schéma, comme les mouvements d'une danse apprise par cœur. Des « allô » hésitants, suivis de silences stupéfaits, puis d'expressions d'incrédulité qui faisaient écho à travers les lignes téléphoniques. « Tu veux m'emmener où » a demandé Dorothée, sa voix grimpant dans les aigus. « À la Martinique, ma chérie, pendant 1 semaine, sans aucun frais pour toi. »« Mais pourquoi moi ?» Je ne comprends pas. On se connaît à peine, juste du club de lecture et de quelques conversations après la messe. Oh, parce que quelqu'un devrait te l'offrir. Parce que tu le mérites. Parce que tu as passé ta vie à prendre soin des autres et que maintenant c'est ton tour d'être prise en charge. Tout le monde n'a pas cru immédiatement à ma proposition. Patricia a pensé que c'était une arnaque téléphonique sophistiquée, le genre d'escroquerie dont on parle aux informations qui ciblent les personnes âgées isolées. Ruth s'est inquiétée de savoir qui surveillerait son frère pendant son absence. Comment elle pourrait le laisser seul alors qu'il avait besoin d'elle chaque heure de chaque jour. Gladys a avoué qu'elle n'avait jamais pris l'avion de sa vie et que l'idée même de monter dans un de ces engins métalliques qui définent les lois de la gravité la terrifiait au plus profond d'elle-même. « Il sera très bien pris en charge », ai-je assuré à Ruth quand elle a exprimé ses inquiétudes pour son frère.
On trouvera un centre de répit de qualité qui s'occupera de lui comme tu le ferais toi-même. Et toi? Tu seras meilleur pour lui quand tu reviendras, reposé et ressourcé. Tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un d'autre si tu ne prends jamais soin de toi-même, ma chérie. On finit par s'épuiser complètement. Je serai assise juste à côté de toi pendant tout le vol, ai-je promis à Gladys qui tremblait rien qu'à l'idée de l'aéroport. On traversera ça ensemble, main dans la main s'il le faut. Et je te garantis que quand tu verras l'océan depuis le hublot, quand tu verras les îles apparaître dans toutes ces nuances de bleu et de vert, tu oublieras complètement que tu avais peur. Une par une, elles ont toutes accepté, leur voix passant de l'incrédulité à l'espoir, puis à une excitation fragile qu'elles n'osaient pas encore laisser s'épanouir complètement. Une semaine à la Martinique, tous frais payés. Pas d'enfants à surveiller, pas d'obligations à remplir, pas d'attente à satisfaire sinon celle de se montrer et d'être elle-même, authentiquement et pleinement. J'ai rappelé l'agence de voyage le lendemain matin, demandant à parler à quelqu'un de différent cette fois. Une femme nommée Gloria m'a répondu, sa voix professionnelle mais chaleureuse. Le genre de personne qui semble vraiment écouter quand vous parlez. Elle n'a pas bronché ni posé de questions indiscrètes quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé avec ma réservation précédente, se contentant de hocher la tête verbalement et de prendre des notes. « Si je comprends bien, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, vous voulez emmener 6 femmes, toutes de plus de 65 ans, à la Martinique pour une semaine de détente et d'amitié? Exactement. C'est la chose la plus merveilleuse que j'ai entendue de tout le mois, a dit Gloria avec une sincérité audible. Laissez-moi m'en occuper personnellement. On va faire de ce voyage quelque chose d'inoubliable. Nous avons réservé la même villa pour la même semaine, mais avec des noms différents cette fois. Des noms qui représentèrent des femmes qui avaient mérité chaque rayon de soleil et chaque grain de sable qui les attendait. J'ai demandé des chambres individuelles pour tout le monde, parce que chacune méritait son propre espace, son propre sanctuaire de paix. J'ai demandé une grande table capable d'accueillir toutes les 7 pour les dîners. Une table où nous serions toutes égales, toutes visibles, toutes importantes. J'ai demandé des chaises de plage adaptées à nos corps, qui n'étaient plus aussi souples qu'autrefois, des barres d'appui dans les douches pour plus de sécurité, et une cuisine bien équipée avec nos thés et vins préférés, que j'avais soigneusement listés après avoir appelé chacune de mes futures compagnes de voyage. Gloria a ajouté des touches spéciales de son propre chef, avec un enthousiasme qui semblait aller au-delà du simple professionnalisme. Un panier de bienvenue avec des chapeaux de soleil assortis pour tout le monde, dans différentes couleurs pour que chacune ait le sien. Une croisière privée au coucher du soleil adaptée aux seniors, sur un bateau stable avec des sièges confortables et un équipage formé pour aider les passagers moins mobiles. Un photographe professionnel pour capturer notre groupe sur la plage, pour immortaliser ce moment où 7 femmes oubliées décidaient de se voir enfin les unes les autres. Vous allez passer le meilleur moment de vos vies, mesdames, a-t-elle promis avant de raccrocher. J'en suis absolument certaine. En raccrochant le téléphone, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis avant la mort de Thomas. Pour la première fois depuis des années, j'attendais quelque chose avec impatience. Pas en tant que mère espérant l'approbation de son fils, pas en tant que grand-mère quémandant des miettes d'attention de ses petits-enfants, pas en tant que système de soutien pour qui que ce soit d'autre, juste en tant que Jeanne, une femme avec ses propres désirs, ses propres rêves, ses propres aventures à vivre. Je suis allée chercher la boîte sous mon lit, celle où je gardais les souvenirs les plus précieux. À l'intérieur se trouvait la photo de Thomas que j'avais prévu de placer à la tête de notre table familiale pendant ce voyage qui ne serait jamais le nôtre. Son sourire était toujours aussi fort sur le papier glacé, toujours aussi espiègle, toujours aussi tendrement mien. J'ai fait agrandir et encadrer cette photo, non pas dans un cadre doré ostentatoire, mais dans un simple bois de noyer, le genre de bois qui devient plus sombre et plus beau avec le temps, comme les souvenirs qu'on chérit. Thomas aurait approuvé ce plan, j'en étais certaine. Il m'avait toujours dit que je donnais trop à Nathan, même avant que Mia n'entre dans le tableau pour compliquer les choses. Tu ne peux pas le forcer à t'aimer davantage en lui donnant tout ce qu'il demande, m'avait-il averti plus d'une fois, sa voix douce mais ferme. L'amour ne fonctionne pas comme ça, ma chérie.
Plus tu donnes sans rien demander en retour, plus ils s'habituent à prendre sans jamais penser à donner. Je ne l'avais pas écouté à l'époque, trop occupée à jouer le rôle de la mère parfaite, de la belle-mère accommodante, de la grand-mère généreuse qui ne demande jamais rien. J'écoutais maintenant, même si sa voix ne me parvenait plus que dans mes souvenirs et mes rêves. 3 jours après avoir réservé notre voyage, j'ai reçu le premier email de Nathan depuis l'incident de l'aéroport. La ligne d'objet disait simplement « Il faut qu'on parle ». J'ai ouvert le message, me préparant mentalement à la colère, aux accusations, aux tentatives de culpabilisation que j'anticipais. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Une première lueur d'humilité. « Maman, j'essaie de te joindre depuis des jours. Ce qui s'est passé avec le voyage n'était pas correct. Je le vois maintenant, avec un peu de recul. Mia et moi en avons parlé longuement et on voudrait s'excuser en personne. Est-ce qu'on peut venir ce week-end? Les enfants te réclament. Ils demandent tous les jours pourquoi mamie ne répond pas au téléphone. J'ai relu le message 2 fois, scrutant chaque phrase à la recherche de la manipulation cachée, de l'agenda secret. Ce n'était pas difficile à trouver. Les enfants te réclament était la carte maîtresse, l'utilisation de mes petits-enfants comme levier émotionnel pour me faire céder. Mais c'était aussi la première reconnaissance que quelque chose n'allait pas dans leur comportement. Pas une admission complète, pas de vraies excuses, mais une fissure dans la façade de leur certitude. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai pris la journée entière pour réfléchir à ce que je voulais vraiment. Pas de Nathan, pas de Mia, mais de moi-même. Quel genre de personne voulais-je être dans cette situation? Qu'est-ce qui servirait ma guérison et pas seulement ma blessure? Au soir, j'avais ma réponse, j'ai tapé une réplique courte et directe. Nathan, j'ai besoin de temps. Je te ferai savoir quand je serai prête à parler. Pas d'explication supplémentaire, pas de justification de mes sentiments. Juste une limite clairement posée, comme un mur qu'on construit non pas pour punir, mais pour protéger ce qui est précieux à l'intérieur. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, trahissant son impatience. « Mais maman, on essaie d'arranger les choses. Tu ne veux pas ça, toi aussi? On peut parler, trouver une solution, repartir sur de bonnes bases. » Je n'ai pas répondu à ce deuxième message. Certaines conversations doivent avoir lieu en personne, pas à travers la distance aseptisée des écrans et des claviers. Et certaines conversations ne doivent avoir lieu que quand les 2 parties sont vraiment prêtes à écouter, pas seulement à parler. Je n'étais pas prête. Pas encore. D'abord, j'avais un voyage à planifier, une nouvelle famille à rassembler et une partie de moi-même à reconquérir. Les jours suivants ont passé dans un tourbillon de préparatifs joyeux. J'ai appelé chacune de mes futures compagnes de voyage pour discuter des détails pratiques et apprendre à les connaître au-delà des conversations superficielles que nous avions eues jusqu'alors. Dorothée avait besoin d'aide pour obtenir un nouveau passeport, le sien ayant expiré depuis des années parce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de l'utiliser. Je l'ai accompagnée à la préfecture, attendant patiemment à ses côtés pendant que les formalités administratives suivaient leur cours laborieux. Patricia s'inquiétait de son programme de médicaments avec le décalage horaire, calculant et recalculant les heures de prise comme si sa vie en dépendait. Je lui ai trouvé un médecin spécialisé dans la médecine des voyages qui l'a rassurée et lui a préparé un planning adapté. Ruth avait arrangé pour son frère un séjour dans un centre de répit de qualité, une structure où il serait surveillé et soigné avec professionnalisme, mais elle se sentait quand même coupable de le laisser, comme si elle l'abandonnait alors qu'elle prenait simplement soin d'elle-même pour la première fois depuis des années. « Il sera très bien », l'ai-je rassurée au téléphone un soir où elle semblait particulièrement anxieuse. « Et toi, tu seras meilleure pour lui quand tu reviendras, reposée et rechargée. Tu ne peux pas puiser éternellement dans un puits vide, Ruth. Parfois, il faut laisser la pluie le remplir à nouveau. » Gladys a admis qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans un avion et que l'idée la terrifiait au point qu'elle en faisait des cauchemars. Elle m'a raconté qu'elle avait fait des recherches sur Internet et que les statistiques de sécurité ne l'avaient pas rassurée, parce que les chiffres ne changent rien quand c'est la peur viscérale qui parle. « Je serai assise juste à côté de toi », lui ai-je promis. On traversera les turbulences ensemble, au sens propre comme au figuré. Et je te garantis que quand tu verras les Caraïbes depuis le ciel, tu comprendras pourquoi les humains ont inventé ces machines volantes.
Diane a demandé si elle pouvait apporter son tricot, ses aiguilles et cette laine qui ne la quittait en jamais. Elle confectionnait des couvertures pour le service pédiatrique de l'hôpital local. Des carrés de douceur colorés qu'elle assemblait pendant des heures. Je ne sais pas rester sans rien faire. » m'a-t-elle expliqué avec un petit rire gêné. Même en vacances, j'ai besoin d'occuper mes mains. Apporte tout ce qui te rend heureuse, lui ai-je dit avec chaleur. Ce voyage est fait pour être nous-mêmes, pas pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de vacances parfaites. Éléonore, elle, avait déjà acheté un nouveau maillot de bain, le premier depuis 40 ans. Elle m'a envoyé une photo par message, posant devant son miroir avec un sourire timide et fier à la fois. Le maillot était noir avec des fleurs tropicales, une pièce qui avait une jupe intégrée pour plus de pudeur. Premier maillot depuis 1984, avait-elle écrit. Tu crois que c'est trop vieux jeu? La vendeuse a dit que les jupes étaient revenues à la mode, mais je ne suis pas sûre de la croire. Tu seras parfaite, lui ai-je répondu avec un émoji de cœur. Absolument parfaite. En raccrochant du dernier appel, mon téléphone a vibré avec un texto de Mia. Les mots sur l'écran ont fait monter ma tension d'un cran. Nathan m'a montré ton email. Je trouve que tu es injuste. On essaie de s'excuser et tu refuses même de nous parler. C'est un peu excessif comme réaction, tu ne crois pas? J'ai posé le téléphone sans répondre. Elle ne comprenait toujours pas. Et peut-être ne comprendrait-elle jamais. Une excuse n'est pas quelque chose à quoi on a automatiquement droit d'être pardonné, surtout quand elle ne vient qu'après avoir subi les conséquences de ses actes. Cette nuit-là, j'ai rêvé de l'océan. Pas l'océan de ma lune de miel, jeune et frénétique d'un amour tout neuf, mais une mer plus calme, une mer qui avait traversé des tempêtes et trouvé encore la beauté dans le silence de l'après. Je me suis réveillée avec la certitude que je faisais le bon choix. Une semaine avant notre départ prévu, Nathan s'est présenté à ma porte sans prévenir. C'était un dimanche après-midi ensoleillé, et j'étais en train de trier des vêtements d'été, décidant ce que j'emporterais pour la Martinique. La sonnette a retenti, et, à travers le Judas, j'ai vu mon fils debout sur le perron, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre, comme il le faisait quand il était enfant, et qu'il avait quelque chose à avouer. Il était seul, pas de Mia, pas d'enfant pour servir de bouclier émotionnel ou de monnaie d'échange. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas ouvrir. Je n'étais pas prête pour cette confrontation. Je n'avais pas répété ce que je voulais dire. Je n'avais pas mes défenses en place. Mais je me suis souvenue de ce que Thomas disait toujours. Fuir la tempête ne fait que te rendre mouillé et fatigué quand elle te rattrape enfin. Autant l'affronter là où tu es, avec ce que tu as. J'ai ouvert la porte. Nathan avait une mine terrible. Ses yeux étaient cernés de fatigue. Ses cheveux habituellement impeccables étaient en désordre, et il portait un polo froissé et un jean qui semblait pendre sur sa silhouette amaigrie. Quelque chose avait changé en lui depuis la dernière fois que je l'avais vu en personne. Quelque chose s'était fissuré dans l'armure qu'il portait habituellement. « C'est maman », a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement sur cette simple syllabe. « Est-ce que je peux entrer ?» Je me suis écartée sans un mot, le laissant franchir le seuil. Nous nous sommes installés dans le salon, lui perché maladroitement sur le bord du canapé, comme s'il n'osait pas s'installer confortablement, moi dans le fauteuil de Thomas, qui me donnait toujours une sorte de force tranquille. « Tu as gelé le compte », a-t-il dit. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Le point de départ d'une conversation qu'il avait manifestement répétée dans sa tête pendant des jours. « Oui. » « Tu sais ce qui s'est passé ? On est arrivé au complexe hôtelier et on n'a pas pu s'enregistrer. On a dû utiliser nos cartes de crédit personnelles pour payer une chambre d'hôtel en urgence. Les enfants pleuraient parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on n'allait pas dans la belle villa qu'on leur avait promise. Mia était hystérique. Ses parents étaient furieux. Ils parlent encore de te poursuivre en justice pour ce que tu nous as fait. C'était humiliant, maman. Absolument humiliant. Je n'ai rien dit. J'ai simplement soutenu son regard, attendant qu'il continue, qu'il arrive au point qu'il essayait manifestement d'atteindre. « Pourquoi tu as fait ça, maman ?» a-t-il demandé, une note de supplication dans la voix. « Si tu étais contrarié de ne pas venir, tu aurais pu simplement le dire. Tu n'avais pas à ruiner les vacances de tout le monde pour faire passer ton message. » Et voilà, toujours pas de vraie compréhension.
toujours à rejeter la faute sur moi pour avoir eu une réaction, plutôt que sur eux pour leurs actions qui avaient provoqué cette réaction. Nathan, Ai-je dit calmement, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru possible. je l'ai dit, J'ai posé des questions sur le voyage. j'ai proposé mon aide. J'ai envoyé des messages qui ont été lus et ignorés. Toi et Mia avez pris la décision de m'exclure d'un voyage que j'avais planifié et payé pendant 3 ans, et vous l'avez fait par texto 2 jours avant le départ. Il a eu la décence de paraître honteux, mais seulement brièvement, comme une ombre qui passe sur un visage avant de disparaître. On pensait que tu comprendrais. Mia voulait juste passer du temps avec sa famille à elle. Ce n'était pas personnel, maman, c'était juste... Pas personnel. Ai-je répété doucement, savourant l'ironie amère de ses mots. Tu m'as dit que je ne faisais pas partie de ta famille. Comment est-ce que ce n'est pas personnel, Nathan? Explique-moi. Parce que j'ai beau retourner ça dans tous les sens, je n'arrive pas à voir comment être exclu par mon propre fils peut être autre chose que profondément, douloureusement personnel. Il s'est passé la main dans les cheveux, un geste de frustration que je reconnaissais depuis son adolescence. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimée dans ce texto. Mais tu n'avais pas à réagir de façon aussi nucléaire. Tu sais combien ça nous a coûté? L'hôtel de remplacement faisait plus de 300 € la nuit. On a dû réserver de nouvelles excursions. Les parents de Mia parlent encore de te traîner devant les tribunaux pour récupérer leur argent. J'ai failli rire, mais je me suis retenue. Le rire aurait été trop cruel, même si la situation le méritait presque. Me poursuivre en justice pourquoi exactement? C'était mon compte, mon argent. Il n'y avait pas d'autres utilisateurs autorisés, pas de co-signataires, pas d'accès partagé. Tout était à mon nom, légalement et moralement. Mais on avait un accord, a-t-il protesté, sa voix montant d'un ton. Tu avais dit que tu nous emmenais en Martinique? Tu l'avais promis. Et toi, tu avais dit que je viendrais avec vous. Ai-je répliqué sans hausser la voix. Les accords fonctionnent dans les deux sens, Nathan. Tu ne peux pas prendre ce qui t'arrange et rejeter le reste. Il s'est levé brusquement, arpentant la pièce comme un animal en cage. Ce n'est pas toi, ça, maman. Tu n'as jamais été quelqu'un de vindicatif. Tu as toujours été... accommodante? Ai-je suggéré. Effacée? Invisible? Contente de recevoir des miettes d'attention et de sourire quand même? Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé. Vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis des années. Comme s'il voyait une étrangère à la place de la mère qu'il pensait connaître. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» a-t-il demandé, sa voix teintée d'une confusion sincère. J'ai senti une pointe de tristesse, me souvenant du petit garçon qui se blottissait contre moi pendant les orages, de l'adolescent qui me confiait ses premiers chagrins d'amour, du jeune homme qui m'avait demandé de l'aider à choisir une bague de fiançailles pour Mia avant que tout ne change. « Je ne sais pas exactement, » ai-je répondu honnêtement. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait dans les petits moments. Quand tu as arrêté d'appeler juste pour discuter, quand tu as commencé à regarder ta montre pendant nos visites, comme si tu comptais les minutes avant de pouvoir partir, quand tu as commencé à me voir comme une obligation plutôt que comme une personne qui t'aime. « Ce n'est pas juste, » a-t-il protesté faiblement. Peut-être que non. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais vraiment? Comment se passaient mes journées? Qui étaient mes amis? Ce qui me rendait heureuse ou triste? Quand est-ce que tu m'as invitée à dîner juste parce que tu voulais ma compagnie et pas parce que c'était une fête qu'il était impossible d'ignorer socialement? Il n'avait pas de réponse. Son silence était plus éloquent que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Je ne suis pas juste une gardienne d'enfants gratuite ou un distributeur automatique de billets, Nathan. Je suis une personne avec des sentiments, avec une dignité, avec une vie en dehors du fait d'être ta mère et la grand-mère de tes enfants. Et quand toi et Mia avez décidé que je ne valais pas la peine d'être incluse dans un voyage que j'avais passé 3 ans à planifier et à payer, vous avez envoyé un message très clair sur la façon dont vous me valorisez. Ce message disait que je ne compte pas, que je suis jetable, que mon seul rôle est de fournir les ressources et de disparaître ensuite. Ce n'était pas comme ça, a-t-il insisté, mais il y avait du doute dans sa voix maintenant.
une fissure dans sa certitude. Mia a juste... On pensait que... Mia ne m'a jamais aimé, ai-je dit calmement, énonçant une vérité que j'avais gardée pour moi pendant des années. C'est son droit. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Mais toi, tu es mon fils, tu étais censé me défendre, ou au moins me traiter avec un minimum de respect. Au lieu de ça, tu as choisi son confort à elle, plutôt que mes sentiments à moi. Et tu l'as fait de la façon la plus blessante possible. Il s'est laissé retomber sur le canapé, son énergie combative soudain évaporée comme la brume du matin. « Qu'est-ce que tu veux de moi, maman? Des excuses? » D'accord, je suis désolée. On a mal géré la situation. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Les enfants demandent après toi. Ils ne comprennent pas pourquoi mamie ne vient plus les voir. Une excuse n'est pas une gomme magique, Nathan. Ça n'efface pas la blessure et ça ne reconstruit pas la confiance, surtout quand elle est immédiatement suivie d'une demande de passer à autre chose, comme si rien ne s'était passé. « Alors qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il demandé, la frustration perçant dans sa voix. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment d'être complètement honnête. Pas seulement avec Nathan, mais avec moi-même. Je veux être traitée avec respect. Je veux être incluse dans les décisions familiales qui me concernent. Je veux être vue comme une personne entière, pas juste comme une ressource à utiliser quand c'est commode et à oublier le reste du temps. Il a hoché la tête lentement, comme s'il pesait chaque mot. Ça semble raisonnable. On peut faire ça. C'est raisonnable. C'est exactement ça le problème. Ça a toujours été raisonnable, et pourtant ça n'a jamais été fait. Un autre silence s'est étiré entre nous, moins tendu qu'avant, mais toujours lourd de choses non dites et de blessures non guéries. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » ai-je dit finalement, décidant de partager ma nouvelle avec lui. Je pars en Martinique, la semaine prochaine. Sa tête s'est relevée brusquement, la surprise évidente sur son visage. « Quoi? Quand? Comment? » J'ai rebooké la villa avec le remboursement. Même endroit, même semaine, mais avec des invités différentes cette fois. « Avec qui? » a-t-il demandé, la confusion peinte sur ses traits. « Avec des amis, des femmes comme moi qui ont beaucoup donné et peu reçu en retour. » Des femmes qui méritent un beau souvenir avant qu'il ne soit trop tard pour en créer. Il m'a regardé comme s'il voyait une étrangère, et peut-être que c'était le cas. La mère qu'il connaissait, la femme docile et effacée qui acceptait tout avec le sourire, avait été remplacée par quelqu'un avec une colonne vertébrale en acier et des limites claires comme du cristal. « Tu es sérieuse ?» a-t-il dit finalement, plus une constatation qu'une question. « Complètement. » Il s'est levé lentement, l'air un peu perdu, comme quelqu'un qui se réveille d'un long sommeil pour découvrir que le monde a changé pendant son absence. Je devrais y aller. Mia attend des nouvelles de comment ça s'est passé. J'ai hoché la tête et me suis levée aussi. À la porte, il s'est retourné, une expression indéchiffrable sur le visage. « Maman? » Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolée. Pas juste parce que le voyage a été gâché, mais parce que je t'ai fait du mal. Ce n'était pas mon intention. Je ne voulais pas... Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Je te crois, ai-je dit, et c'était vrai. Les intentions comptent, mais les actions comptent davantage. On verra comment les choses évoluent. Après son départ, je me suis assise sur la balancelle du Porsche que Thomas avait installé quand nous avions acheté cette maison. Il y a si longtemps que je ne me souvenais plus exactement de l'année. Les chaînes ont grincé doucement quand je me suis balancée d'avant en arrière avec mon pied. Un son familier et réconfortant. Je me sentais plus légère d'une certaine façon. Pas complètement guérie, ça prendrait du temps et beaucoup plus de conversations difficiles, mais plus claires. Plus forte, plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Éléonore. Comment ça s'est passé avec Nathan? J'ai tapé ma réponse. Mieux que prévu, moins bien qu'espéré. Mais honnête, c'est un début. C'est un début, a-t-elle répondu. Maintenant, parlons de la Martinique. Je n'ai jamais fait de manucure-pédicure de ma vie. Tu crois qu'on devrait se faire des ongles assortis pour la plage? Des couleurs tropicales? J'ai souri en regardant l'écran, sentant une vague de gratitude pour cette femme qui était devenue bien plus qu'une simple amie au fil des semaines. Absolument.
les couleurs les plus vives qu'ils auront. Du corail, du turquoise, du fuchsia. Nous allons être les plus flamboyantes de toute la Martinique. J'ai reposé le téléphone et continué à me balancer, regardant la lumière du soir changer les couleurs dans mon jardin. La lavande de Thomas attrapait la lumière dorée du crépuscule, semblant scintiller comme si elle était parsemée de paillettes invisibles. « Tu serais fier », ai-je murmuré dans l'air parfumé, m'adressant à Thomas, au vent, à moi-même. J'ai enfin écouté ce que tu essayais de me dire depuis toutes ces années. Le matin de notre départ est arrivé avec un lever de soleil si doux qu'il a peint les murs de ma chambre en nuances de rose et d'or, comme si l'univers lui-même nous souhaitait bon voyage. J'étais debout depuis 4 heures du matin, trop excitée pour dormir, vérifiant et revérifiant ma valise avec une nervosité joyeuse que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. À l'intérieur se trouvaient des robes d'été aux couleurs vives que je n'avais pas portées depuis des années. Des chapeaux à large bord qui m'avaient semblé trop frivoles pour ma vie de grand-mère oubliée. Et la photo encadrée de Thomas que j'avais l'intention de placer sur notre table commune chaque soir. J'ai fait une dernière vérification de la maison. Portes verrouillées, thermostat réglé, plantes arrosées et confiées à la voisine qui avait promis de les surveiller. En traversant les pièces silencieuses, j'ai réalisé que je ne ressentais aucune de l'anxiété qui accompagnait habituellement mes rares départs. Pas d'inquiétude sur qui vérifierait que tout allait bien. Pas de culpabilité d'abandonner mes petits-enfants pour une semaine entière. Juste une certitude tranquille que j'étais exactement là où je devais être, en route vers ce que je devais faire. À 7 heures, une camionnette s'est arrêtée dans mon allée. J'avais réservé un service de transport pour nous emmener toutes à l'aéroport ensemble, parce que ce voyage devait commencer comme il continuerait. Ensemble, unis, visibles. Éléonore était déjà à l'intérieur, agitant la main avec enthousiasme à travers la vitre, son chapeau de soleil neuf déjà sur la tête, bien qu'il fasse encore frais à cette heure matinale. Une par une, nous avons récupéré les autres. Dorothée, avec son passeport tout neuf, serré fièrement dans sa main comme un trophée qu'elle avait mérité. Patricia, silencieuse mais déterminée, un petit sourire aux lèvres qui disait qu'elle commençait à croire que cette aventure était réelle. Ruth paraissant à la fois coupable et excitée, ses yeux brillants d'un espoir qu'elle n'osait pas encore nommer. Gladys, tremblant légèrement d'anxiété à l'idée de son premier vol, ses doigts triturant nerveusement la sangle de son sac. Et finalement Diane, son sac de tricot plus volumineux que sa valise, prête à créer de la beauté même en vacances. « Mesdames », ai-je dit quand nous nous sommes toutes installées dans nos sièges, nos bagages empilés dans le coffre comme les promesses d'une semaine inoubliable. Bienvenue dans la première retraite annuelle des femmes oubliées. Annuelle? Dorothée a haussé un sourcil, un sourire jouant sur ses lèvres. Tu as l'intention de faire de ça une tradition régulière? J'ai souri, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. Voyons d'abord comment celle-ci se passe. Mais oui, pourquoi pas? Nous méritons bien ça, non? L'aéroport bourdonnait de l'énergie particulière des départs. Famille avec enfants qui couraient dans tous les sens. Jeunes mariés enlacés qui ne voyaient que l'un l'autre. Hommes d'affaires tapant impatiemment sur leur téléphone. Au milieu de tout cela, notre groupe de 7 femmes aux cheveux argentés avançait avec une lenteur paisible, attirant des regards curieux de ceux qui se demandaient probablement qui nous étions et où nous allions. Au comptoir d'enregistrement, la jeune employée a levé les yeux de son écran et nous a souri. « Les Caraïbes, mesdames? Une réunion de retrouvailles entre amis? Quelque chose comme ça ?» a répondu Éléonore avec un clin d'œil complice. « On rattrape le temps perdu. On a beaucoup de belles années à célébrer ensemble. » Embarquer dans l'avion a été une aventure en soi. Gladys s'est agrippée à mon bras pendant toute la passerelle d'embarquement, ses ongles s'enfonçant dans ma peau à travers ma manche, mais elle n'a pas reculé. « Je n'arrive pas à croire que je fais ça, » a-t-elle murmuré. 66 ans, et je n'ai jamais quitté la France. Marguerite aurait tellement voulu voir ça. Marguerite, j'avais appris, était le prénom de la femme qu'elle avait aimée pendant 40 ans. Celle qu'elle n'avait jamais pu appeler sa compagne en public, celle dont elle n'avait pu faire le deuil qu'en secret.
Elle voit à travers tes yeux, lui ai-je dit doucement en l'aidant à s'installer dans son siège près du hublot. Elle sera avec toi pour chaque instant de ce voyage. Le vol était long, mais il a passé étonnamment vite. Nous avons partagé des collations et des histoires, apprenant à nous connaître au-delà des amitiés de surface que nous avions entretenues au fil des ans. Dorothée nous a raconté son enfance à Fort-de-France, les mangroves où elle jouait avec ses cousins, les marchés colorés où sa grand-mère l'emmenait acheter des épices. Elle était partie pour la métropole à 18 ans pour faire des études et n'était jamais retournée sur l'île de sa naissance. Patricia a partagé l'histoire douloureuse de son mariage, arrangé à 19 ans avec un homme qui s'était révélé contrôlant et cruel, et de la décennie qu'il lui avait fallu pour trouver le courage de partir. Mes enfants ont été élevés dans l'idée que la famille reste unie quoi qu'il arrive, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Quand je suis partie, j'ai brisé cette règle sacrée. Ils ne m'ont toujours pas pardonné, même après 20 ans. Certains jours, je me dis que c'est moi qui devrais les pardonner de ne pas avoir compris. Ruth nous a parlé du déclin de son frère, la disparition lente du brillant professeur de mathématiques qu'il avait été. Chaque jour, je perds un peu plus de lui, a-t-elle dit, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Parfois, il me regarde comme si j'étais une étrangère, et ce sont en fait les bons jours. Les mauvais jours, c'est quand il me prend pour notre mère, qui est morte il y a 30 ans. Il l'appelle, et il attend qu'elle réponde, et je ne sais pas quoi lui dire. Gladys, enhardie peut-être par l'altitude ou par la solidarité qui s'était formée entre nous, a confessé quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne d'autre. J'ai aimé une femme pendant 40 ans. Nous étions colocataires, officiellement. Personne ne savait, ou peut-être que certains savaient et faisaient semblant de ne pas voir. Quand elle est morte, je n'ai même pas pu réclamer son corps à l'hôpital. Son neveu a tout géré et je n'ai pas été invitée à l'enterrement. J'ai fait mon deuil toute seule, dans notre appartement vide, entourée de ses affaires, que personne n'est jamais venu réclamer. Diane nous a raconté comment elle avait abandonné une carrière prometteuse de pianiste concertiste pour s'occuper de ses parents vieillissants. Je ne le regrette pas vraiment, a-t-elle insisté, mais son regard s'est voilé un instant. Mais parfois, j'entends un morceau de Chopin ou de Debussy, et je me demande ce qui serait arrivé si j'avais fait un choix différent. Si j'avais été un peu plus égoïste, un peu moins la bonne fille dévouée. Quand l'avion a commencé sa descente vers la Martinique, un hoquet collectif a parcouru notre groupe. Même à travers les petits hublots de l'avion, la beauté était à couper le souffle. Des eaux turquoises qui passaient du bleu profond au vert émeraude selon la lumière. Des plages de sable blanc qui s'étiraient comme des rubans de soie. Des montagnes verdoyantes qui s'élevaient majestueusement à l'intérieur des terres, leurs sommets parfois couronnés de nuages paresseux. « Oh mon Dieu !» a soufflé Gladys, son visage pressé contre le hublot comme une enfant devant une vitrine de Noël. « C'est réel. C'est vraiment réel. On dirait une peinture, mais c'est réel. » L'aéroport Aimé Césaire de Fort-de-France nous a accueillis dans une explosion de couleurs et de sons. Des femmes en robes fleuries nous ont passé des colliers de fleurs de frangipanier autour du cou, leur parfum sucré nous enveloppant comme une étreinte de bienvenue. Des musiciens jouaient du tambour et des instruments traditionnels dans un coin, et partout autour de nous, des touristes se déplaçaient avec cette combinaison particulière d'excitation et de désorientation qui marque le début d'une aventure. Notre chauffeur, un homme jovial nommé Lucien avec un sourire qui illuminait tout son visage, nous a aidés à charger nos bagages dans une camionnette spacieuse. « Bienvenue en Martinique, mesdames », a-t-il lancé avec un accent chantant qui était de la musique à nos oreilles. « Première fois pour vous ?»« Ah, première fois pour la plupart d'entre nous, » ai-je répondu. « J'étais venue ici il y a longtemps, pour ma lune de miel, dans une autre vie. »« Ah, et maintenant vous revenez avec des amis au lieu d'un mari ? C'est encore mieux. » Il a ri de sa propre observation, mais il y avait de la gentillesse dans ses yeux. « Ah, vous avez choisi le bon moment. » Le temps est parfait, et les touristes de la saison haute sont déjà partis. Les plages seront rien que pour vous. Le trajet jusqu'à notre villa nous a emmenés le long de routes côtières qui offraient des vues spectaculaires à chaque virage. Nous sommes restées silencieuses, chacune absorbant la beauté à sa manière. Dorothée avait les larmes aux yeux, submergée par le retour sur la terre de son enfance après tant de décennies.
Patricia avait fermé les yeux, son visage tourné vers la fenêtre ouverte comme pour absorber l'air salé dans chaque pore de sa peau. Ruth tenait dans ses mains une photo de son frère, comme pour lui permettre de voir, à travers ses yeux, ce qu'elle découvrait. Quand nous sommes arrivés à la villa, j'ai retenu mon souffle. Elle était encore plus belle que sur les photos du site de réservation. Une maison de plein pied perchée sur une falaise surplombant l'océan, entourée de palmiers qui ondulaient dans la brise. Un chemin de pierre descendait vers une petite plage privée en contrebas, et une terrasse immense avec un foyer extérieur offrait des sièges confortables arrangés pour maximiser la vue sur l'horizon infini. « Tout ça est à nous? Pour toute la semaine? » a demandé Éléonore, sa voix réduite à un murmure d'émerveillement. « Pour les 7 prochains jours? » ai-je confirmé avec un sourire. L'intérieur était tout aussi impressionnant. Des plafonds hauts et voûtés, des baies vitrées face à l'océan. Une cuisine équipée qui aurait fait envie à n'importe quel chef professionnel, et 7 chambres, chacune avec sa propre salle de bain et sa vue sur le paradis qui nous entourait. « Je n'ai jamais séjourné nulle part d'aussi beau », a murmuré Diane en passant sa main sur le comptoir de granit lisse. Même pour ma lune de miel, on avait pris un petit hôtel modeste parce qu'on économisait pour acheter une maison. Mon mari disait que c'était plus romantique de vivre simplement. Moi non plus, a avoué Ruth. Mon mari préférait le camping. Je n'ai jamais osé lui dire que je détestais dormir par terre et me faire dévorer par les moustiques. Je me suis déplacée dans l'espace, vérifiant que tout était comme je l'avais demandé. Au centre de la table de la salle à manger, j'ai placé la photo de Thomas, orientée de façon à ce que son sourire semble veiller sur toute la pièce. « Qui est ce bel homme? » a demandé Dorothée en remarquant le cadre. Mon mari, Thomas. Ce voyage était originellement son idée. Nous avons fait notre lune de miel ici il y a 45 ans. Il est avec nous maintenant, d'une certaine façon. Alors il est le bienvenu, a-t-elle dit simplement, touchant le cadre avec des doigts doux et respectueux. Ce premier soir, nous nous sommes rassemblés sur la terrasse alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon. J'avais arrangé pour qu'un chef local nous prépare notre dîner de bienvenue, des plats traditionnels martiniquais que la plupart d'entre nous n'avaient jamais goûtés. Du poisson frais grillé aux épices créoles, des légumes tropicaux dont nous ne connaissions même pas les noms, et des saveurs qui explosaient sur nos langues comme des feux d'artifice culinaires. Pendant que nous mangions, j'ai expliqué ma vision pour notre semaine ensemble. Ce n'est pas des vacances structurées avec un programme serré qu'il faut suivre à la minute, c'est un temps de liberté, de redécouverte de qui nous sommes au-delà de nos rôles de mère, de soignante, d'épouse, de travailleuse. Chaque jour, il y aura des activités optionnelles, de la plongée avec masque et tuba, une soirée traditionnelle, des excursions en bateau, du shopping dans les marchés. Mais rien n'est obligatoire. Dormez tard si vous voulez. Passez la journée à lire sur la plage. Explorez seul si vous en avez envie. La seule règle, c'est qu'on se retrouve ici chaque soir pour le dîner et notre cérémonie des bougies. Cérémonie des bougies? Patricia a semblé intriguée. J'ai hoché la tête et sorti de mon sac les 7 bougies que j'avais apportées, chacune d'une couleur différente, chacune parfumée différemment. J'ai apporté une bougie pour chaque soir. Ouais. Chaque soir, l'une d'entre nous allumera la bougie et partagera quelque chose. Un souvenir, un espoir, un regret. Ce qu'elle veut. C'est une façon d'honorer nos passés, tout en créant quelque chose de nouveau ensemble. J'aime cette idée, a dit Éléonore. Qui commence? Je vais commencer, ai-je proposé, puisque c'était mon idée de nous réunir toutes ici. Après le dîner, alors que les derniers rayons du soleil peignaient le ciel en nuances d'orange, de rose et de violet, nous avons formé un cercle autour du foyer extérieur. J'ai placé la première bougie, d'un bleu pâle parfumé au sel marin, au centre de la petite table de fer forgé qui servait de point focal. Cette bougie, ai-je commencé, ma voix légèrement tremblante d'émotion. Et pour Thomas, pour le jeune homme qui m'a amené ici quand nous n'avions pas les moyens de nous offrir ce voyage, et pour l'homme plus âgé qui m'a fait promettre d'y revenir un jour. J'ai allumé la mèche et regardé la flamme prendre vie, dansant doucement dans la brise du soir. Elle est aussi pour la femme que j'étais autrefois, jeune, certaine de tout,
sans peur de rien. Et pour la femme que je deviens maintenant, plus vieille, plus sage, et qui apprend enfin à se mettre elle-même en priorité de temps en temps. J'ai regardé autour du cercle, les visages de mes nouvelles amies illuminés par la lueur de la bougie et les dernières traces du crépuscule. J'ai passé 3 ans à économiser pour des vacances en famille dont on m'a exclue. Mais assise ici maintenant, avec vous toutes, je réalise que c'est exactement là où je suis censée être. Avec ma famille choisie, avec des femmes qui comprennent ce que c'est de donner sans compter et de recevoir si peu en retour. Dorothée a tendu la main et serré la mienne. Nous sommes là, a-t-elle dit simplement. Une par une, les autres ont murmuré leur accord ou offert de petits gestes de soutien. Un hochement de tête, un sourire, une main qui se pose brièvement sur un bras. La nuit est tombée complètement, et les étoiles sont apparues au-dessus de nous, plus nombreuses et plus brillantes que ce que nous pouvions voir depuis nos quartiers pollués de lumière en France. Le son des vagues se brisant sur le rivage en contrebas créait une musique de fond apaisante pour nos pensées silencieuses. Je ne pensais pas ressentir une telle paix, a dit Ruth doucement, les yeux levés vers le ciel étoilé. Pas après tout ce que j'ai traversé ces dernières années. Je me sentais coupable rien qu'à l'idée de m'absenter une semaine. La paix vient quand on arrête de la chercher, a répondu Gladys avec une sagesse surprenante. Elle arrive quand on lâche prise, quand on accepte d'être là où on est, avec les gens avec qui on est. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis des années. Bercée par la brise océanique et par le sentiment que quelque chose de profond s'était déplacé en moi. Je n'étais plus la mère blessée, la grand-mère exclue, la femme définie par ce qu'elle avait perdu et ce qu'on lui avait refusé. J'étais Jeanne. Entière, complexe, capable de créer de la joie, non seulement pour les autres, mais aussi pour elle-même. Enfin,